un peu. Maintenant, la grosse vidéo de Bolshevik, moi j'ai envie de voir ça. Batman. Batou. À mon avis, ça va être une bonne vidéo. Parce que c'est vrai que Batman, il y a beaucoup de choses à dire en tant que représentation sociale. C'est un personnage intéressant, quoi. Je veux dire, à la base, Batman, il a quand même été conçu pour taper sur les prolos. Hein. Pour taper merde, comment on appelait ça à Paris, là? Les délinquants? Les Apaches? Les Apaches, les nervis marseillais? Ouais, je sais plus. Pour cette vidéo, on a décidé d'aborder avec gravité un sujet de fond, sérieux et complexe. Batman! Ah, dur de faire une vidéo sur Batman, quoi. Oui, Il avait un flingue au tout début, ouh. Je suis un adulte. Et pas n'importe quel Batman. On est d'accord que tout le monde connaît plus ou moins Batman. Non seulement vous voyez qui c'est, mais aussi... Moi je connais bien, par contre je connais pas la side comics. Moi, toujours le même problème, j'ai pas trop de culture dans ma famille comics, BD. Il y en avait un peu quand même. C'était plus une culture type Fluide Glacial, Charlie Hebdo. Et les comics très peu. Et j'en ai jamais acheté, donc j'aurais peu de choses à dire sur les comics. J'imagine Raz par exemple, il doit connaître. Hein. Il a des choses à dire sur les Batman et tout ça. Forte chance que, sans vous y être particulièrement intéressé, vous connaissiez pas mal d'éléments emblématiques. Ouais. Papounet et Mamounet, finito, au détour d'une ruelle sombre en sortant du cinoche. Le petit Richou devient Batou, justicier masqué et urbain sortant la nuit pour faire trembler les criminels OMG, de Gotham Batou. City. Putain, c'est le Batou avec un balai dans le cul là, c'est le Batou de Tim Burton, c'est ça, non? Pire, vous connaissez probablement pas mal de trucs autour. Putain, en fait, c'est vrai que Batou, c'est City. C'est Ragnar le Breton, quoi. Pire. C'est Ragnar le Breton, le Batman de l'époque. Vous connaissez probablement pas mal de trucs autour, genre les vannes. Ragnar le barbare ou le Breton. Pourquoi le Breton? Pourquoi j'ai dit Ragnar le Breton? Habituel, les blagues sur ses darons, celles tantôt homo-érotiques, tantôt homophobes et souvent un peu les deux. Attends, quoi? Les blagues sur... This is where I watched my parents die, Raphaël. Koa Boomer. Koa Boomer. Tell me, do you bleed? Ces darons, celles tantôt homo-érotique. But Batman, la nuit dernière, tu avais un costume vert. Et ce soir, il est rouge. Pourquoi? Je dois, Robin. Je porte différentes couleurs toutes les nuits. Ok. Ouais, c'est un peu... il est métrosexuel, Batman. Ok. Érotique, tantôt homophobe et... c'était un bon sommeil. A common dick. Une douche froide et un déjeuner. Et ensuite, on descend à la Batcave, réparer la Batmobile. Ah oui, en mode, ils ont couché ensemble. Ah ouais, bah ok, oui, bon. C'est mignon, ça. Tout le monde le sait. Souvent un peu les deux, sur sa relation avec Robin, ou encore le discours suivant. Batman, au fond, c'est un milliardaire taré qui a rien trouvé de plus malin à faire de ses capacités et de sa fortune que de se déguiser en chauve-souris pour tabasser des pauvres et des malades hors de tout état de droit, alors qu'il serait peut-être plus utile qu'il aille en thérapie et qu'il paye ses impôts. Oui. C'est qu'à force... C'est ce qui en fait un grand personnage. Un tel monument de pop culture finit toujours par développer un discours critique, un regard sur lui-même, comme s'il avait lui-même grandi. Un discours tellement dans l'air du temps qu'il n'est pas du tout étonnant de le retrouver à la base d'une des itérations les plus populaires de ces dernières années, une des versions les plus représentatives de notre époque. Et ben oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, pour des raisons sur lesquelles on va revenir, ce type de production culturelle, devenue hégémonique dans les imaginaires pop, qu'une industrie continue à faire vivre décennie après décennie et à constamment réinventer, sont particulièrement influencés par le zeitgeist qu'elles alimentent en retour. Et on tient là, au moins en zeitgeist, esprit du temps. Apparence, une contradiction intéressante. Tout le monde voit assez bien qui est Batman, et pourtant, il n'y a pas un Batman. Donc, dans un premier temps, on va regarder ce qu'est Batman avant de voir... En fait, tant qu'il y aura le capitalisme, il y aura Batman, il y aura une bonne raison d'avoir Batman. Ce que c'est que ce Batman de maintenant. Et globalement, moi, je pense qu'il y aura quand même toujours le capitalisme. Grésille. Ah merde. On a 1 minute 50. Hop. Bon, et les gens, par contre, je vous le demande, putain, mais j'ai l'impression de vous engueuler à chaque fois que je le fais. S'il vous plaît, vous pouvez pas lâcher des subs, lâcher des dons, des bits. Soutenez la chaîne, hein. Soutenez la chaîne. Là, je reprends les streams plus souvent, plus travaillé. Pour cette vidéo, on a plus souvent, plus travaillé, les BD. Voilà, hein. C'est mon métier. Il faut que je me dégage un revenu avec ça.
Si ça vous plaît, soutenez la chaîne. Hein. Followez la chaîne aussi, si vous découvrez la chaîne. Mais bref, ouais. N'oubliez pas de soutenir les gens. Hein. En fait, ça me saoule de le demander. Mais bon. Faites avec les moyens que vous avez, quoi. Mais bref, ouais. Parce que là, bon, voilà, vous le faites pas spontanément. C'est vrai qu'il y a eu 2 subs depuis le début de ce stream, quoi. Si vous voulez, je sais pas, je vais aller vendre mon cul, ça va être plus simple, quoi. J'avoue que bon. On parle quand même d'un perso créé en 39 par Bill Finger et Bob Kane, publié, adapté, réinventé sans interruption jusqu'à aujourd'hui sur une tonne de supports dans tout un tas de versions au rythme de 120 Batman par minute. Ça, c'est Batman, et ça, c'est toujours Batman, tout comme ça, c'est Batman, ça et ça, c'est tout autant Batman, tout ça, c'est Batman, et Lego Batman, et ben c'est Batman. Je suis Batman. Mais pire, ça ou ça, c'est en quelque sorte aussi Batman. Il y en a donc une infinité, et pourtant on l'identifie globalement comme... Attends, la fin du mois avec les subgifts à moins 25%. Si je fais ça, les gens ils donneront pas assez pour que je puisse payer mon loyer et compagnie. Les subs sont déjà en réduction. Vraiment, c'est le meilleur mois pour que vous preniez des subs à l'avance. Vous voulez vous subber pour 6 mois? Allez-y. Comme ça, vous aurez plus à vous subber à chaque fois tous les mois, parce que les prix vont réaugmenter. C'est vraiment une période pour ce sub là. Un personnage avec des caractéristiques, des attributs et des passages obligés. Ça ressemble un Parce que vous payez moins cher et nous on récupère toujours la même somme. Hein. peu à ces divinités à multiples facettes fusionnant des aspects différents. Genre Athéna Niké, déesse de la victoire, Athéna Parthénos, la Vierge, Athéna Lederman, protectrice des chevaux, Athéna Super Saiyan forme 4 ou Athéna Cross Capcom featuring Dante from Devil Tu manges quoi des Kinder Bueno? May Cry, ce à quoi il faut bien sûr rajouter toutes les évolutions au fil des siècles, non seulement de l'Antiquité grecque, puis Minerve chez les Romains, mais aussi dans ses reprises au Moyen-Âge, à la Renaissance, accompagnant la Révolution française, et jusqu'à, je sais pas, les Chevaliers du Zodiaque ou God of War. Donc tout et n'importe quoi, mais qui reste Athéna. Chaque itération de Batman est donc bien Batman. Bon mot, tu vas guérir de tes gauchistes chroniques, fais tes appels aux dons et ne t'excuse pas de devoir le faire. Mais oui, mais c'est parce que regarde, personne ne donne. Moi, je suis désolé, j'aime pas être dans cette situation. Parce que personne ne donne. Genre, je sais pas... Bref. Je vais mourir à petit feu, c'est tout, quoi. Non, mais c'est... bon, bref. Mais en fait, j'aime pas culpabiliser, mais en même temps, c'est vrai, quoi. Je vois mes frais, quoi. Je vois quand un stream me rapporte ou pas. Bref. Batman à la Mais j'aime pas ça, mais c'est vrai. manière de la matière arthurienne, autant composée de Chrétien de Troyes que des Monty Python ou de Camelot. Mais ici, dans une version propre à une culture industrielle, mondialisée et notre fameuse société de consommation qui a donné naissance à ses propres héros. Ça vaut pour Batman comme pour les autres super-héros en général, car oui, Batman est évidemment un super-héros, venez pas me sortir que non, Batman n'a pas de super-pouvoir, on s'en fout, c'est pas comme ça que ça marche. Cette nature des super-héros, Merci Necrofantasia. donc, ou autre figure produite de cette manière, ne sort pas de la cuisse de Jupiter et a des implications, au premier chef desquelles le fait de traverser les époques, les modes et les auteurs, en étant tributaire de ce passé toujours plus riche, ou plus lourd, selon comment vous le voyez, tout en devant paradoxalement toujours... Putain, Batman, il mériterait une adaptation en cinéma d'animation comme Spider-Man. Mais une bonne adaptation, comme Spider-Man. En vrai, ça mériterait, hein. Mais en plus sombre, quoi. Parce que là où Spider-Man, il a un univers très coloré... Et Batman, faudrait revenir au Batman noir. Mais en cinéma d'animation, il y a un truc à faire. Hein. le dépasser. Avec ce que je viens de dire, certains d'entre vous ont bien sûr en tête la mode actuelle des multivers, et tout particulièrement de Into, et surtout Il y a des bons animés Batman, en vrai, oui, mais c'est toujours resté au stade du comics, assez rigide, des films qui sont un peu des fillers de la série animée de l'époque. Merci Ravulsion. Ça a jamais... Merci Ursula Arbar, merci beaucoup pour les 5 subs, merci les gens. Même quand je dors, je fais de l'argent. Merci, Je reçois des virements USD. Même quand je dors, mais non, je mais fais par de contre, l'argent. la série Spider-Man, c'est une dinguerie. Elle a tellement innové. En fait, il y a presque, genre, pour ce champ qu'est le comics et l'adaptation du comics en dessin animé, les Spider-Man, c'est... Même quand je dors, je fais de l'argent. Je reçois des virements Merci USD. Willéor. Même quand je dors, je fais de Merci Sinad pour les subs, merci beaucoup. Oh les gens, merci. Continuez, hein. Je vous ai pas dit de vous arrêter, mais merci beaucoup pour les subs, let's go. Let's go. Ouais, c'est presque de l'expérimentation à ce stade. Mais je vous conseille, hein, allez voir les films Spider-Man, et par pitié, sortez aussi de cette idée de le dessin animé c'est forcément pour les enfants. Non.
C'est un médium où tu peux faire parfois beaucoup plus de choses que le cinéma. D'où avoir un style et une animation beaucoup plus explosive, beaucoup plus intéressante, oui. C'est pour ça que j'ai des doutes aussi sur One Piece, hein. C'est bien d'avoir adapté One Piece, mais là le gros challenge, c'est comment ils vont adapter les scènes de bateau avec les monstres marins. Comment ils vont adapter les combats complètement loufoques. Là par exemple, l'arc Alabasta, il y a un combat avec un chien fusil qui crache des balles de baseball explosives qui sont renvoyées par un gros monsieur qui se balade de trou en trou et qui tape à coups de batte les balles de baseball qui explosent. Comment ils vont adapter Chopper en fait? Rien que Chopper. Est-ce que ce Chopper ça va être de la CGI ou pas? C'est une grande question. C'est vrai que One Piece c'est un challenge à adapter, hein. Moi j'ai peur que la série elle se termine parce qu'au bout d'un moment ils soient en mode mais on va être ruiné à vouloir adapter ce truc. Ça sera pas fait surtout je pense, tu crois? Merci Robert. Un petit 6 mois pour la force, merci beaucoup. Merci pour les 6 mois Robert, merci. Voilà, c'est bouclé. C'est bouclé, voilà les 6 mois. Cross de Spider-Verse qui ont le plus saisi et intelligemment mobilisé cette nature profonde du comic book. En plus d'être, sans nul doute, un des meilleurs films de super-héros jamais réalisés. D'où vient cette façon de produire des histoires? Parce que les gens ont l'air d'intuitivement avoir accepté ça, d'autant que c'est devenu quand même très mainstream, et pourtant c'est pas si compréhensible que ça pour les néophytes. J'ai des libraires BD qui Chopper, c'est un vrai cerf, je suis heureux. Mais en fait dans l'animé c'est même pas un vrai cerf, puisque c'est un genre de cerf-chien. En fait c'est une chimère. Raconter par exemple qu'après le succès colossal de films comme Avengers, très au-delà des seuls amateurs de comics, tout en fonctionnant sur des logiques d'univers partagé typiques de ce médium, des lecteurs venaient leur demander les BD. Mais lesquels? Eh ben les BD quoi, où il y a Thanos, les Avengers, tout ça, les originaux, à commencer par le numéro 1. Sauf que ben non, ça marche pas comme ça. Même si on vous refile la première BD des Avengers contre Thanos, il y a moyen que ça vous fasse drôle. C'est la gueule qu'il a, Thanos? Ah non, il a cette gueule-là. Ah oui, je comprenais pas. Merci Palmier Nain pour le sub offert à Sawan Cyberpot. Let's go! C'est niveau 5, let's go. Merci les gens. Merci. Voilà. Merci de soutenir. Déjà, vous allez vous retrouver avec un truc bien daté, bien 70s, assez loin de ce que vous avez vu au ciné, qui aura en fait assez peu à voir, puisque par exemple, il y aura pas ce truc un peu super vilain, malthusiano décroissant, qui est complètement une réinterprétation adaptée aux enjeux de notre époque. Puis, ça sera même pas vraiment la première histoire, parce que Thanos, il apparaît d'abord dans Iron Man, puis il est surtout lié à Captain Marvel, même pas la version que vous avez vue au cinoche, et à ce moment-là, les Avengers, c'est pas l'aboutissement de quelques films solo, c'est la réunion de différents personnages qui ont déjà des années d'aventure derrière eux, parfois dans plusieurs séries différentes pour un seul d'entre eux, remontant jusqu'à 1941 pour Captain America, dont les aventures d'après-guerre ne comptent plus puisqu'ils ont inventé dans les années 60. Moi j'ai jamais aimé Captain America. Il y a des gens qui aiment bien, mais je sais pas, en fait c'est comme... je sais pas, j'aime pas. De toute façon j'aime les symboles américains d'ailleurs, général bof. Le drapeau américain, moi j'aime pas. Ce truc qu'en fait, il a été gelé en 45 et décongelé par les Avengers et patati patata. C'est un bordel. Et sur un site internet où tout le monde repose sur les subs. On est sollicité par des youtubeurs, des journaux, donc en effet, normal que les gens ne viennent pas forcément par eux-mêmes sub chez toi, plutôt que les 20 autres personnes qui leur ont demandé. Oui, je sais. Donc bon, conseil, n'hésite pas à faire appel aux subs sans culpabiliser les gens, mais en disant où tu en es. Oui, tu as raison. Bon, vous voyez le problème. Puis, faut dire un truc aussi, dans cette production industrielle de comic book, il y a à boire et à manger. La première aventure d'un héros ou la première apparition d'un méchant que vous avez kiffé ailleurs, dans une de ses incarnations récentes... Mais non, mais de toute façon, attends, je reprends parce que j'y pense. De toute façon, je vais faire évoluer le stream, je vais faire évoluer sa DA, je vais faire évoluer aussi son système de sub, machin, de façon à ce que les gens aient plus envie de s'abonner aussi, parce que là, c'est juste, on s'abonne pour soutenir, quoi. Et qu'il y a un moment un peu plus cool avec les trains de la hype et compagnie. Je vais faire ça, mais en fait c'est lié aussi à un truc, ça se fera sur le temps long parce que en fait je me fixe un objectif. Si vous voulez je vous en parle vite fait, mais je préfère pas trop m'étendre là-dessus parce que je sais pas si je serai capable de le réaliser. Là cette année mon objectif déjà c'est les streams, continuer les BD et commencer à reprendre le cinéma d'animation. Que je sais plus trop comment m'y prendre en fait en cinéma d'animation. Déjà changer de rythme, hein. Oui, j'ai commencé déjà à changer de rythme là. Je me couche beaucoup plus tôt et tout ça.
C'est pour ça que là je tiens la cadence, je fais des streams l'après-midi et tout, mais reprendre le cinéma d'animation et si je m'en sors bien, du coup le reste va suivre. Je pense que je vais changer les intros de stream, faire des trucs animés, les animations de sub, peut-être trouver comment on appelle, un stream deck pour balancer des effets visuels, des choses comme ça. Je vais faire un stream beaucoup plus, un peu plus shitpost, truc visuel, tu vois. Tu animes? Bah en fait, j'ai fait une école de cinéma d'animation, mais j'ai arrêté d'animer pour faire juste du dessin pur et simple pendant longtemps, d'où le fait que je fais des BD. Et l'animation, il faut que je reprenne, mais il faut que je m'entraîne en fait. Je vais avoir besoin de plusieurs mois à retravailler les bases pour que ça soit fluide, pour que quand je veux me lancer sur une animation, je sois pas perdu. Parce que l'animation, en fait, souvent tu fais un animatique, tu te trompes, t'es frustré, tu recommences, et parfois t'as pas le temps de recommencer quand t'es sur un projet. Donc je me laisse le temps de redécouvrir un peu les bases et tout ça, et de faire des trucs pas dégueux. Et ensuite, voilà. Et l'objectif à long terme, bah, c'est de potentiellement me lancer dans des formats, de faire des BD animés. De faire ce que je fais en BD, mais de le faire de façon animée. Parce qu'en fait, les BD, je trouve qu'il y a de plus en plus de limites. Par exemple, je vous ai parlé de Don't Hug Me I'm Scared récemment, une série que j'ai trop kiffé. Série internet là avec les Muppet Show, les personnages où à chaque fois il y a un personnage qui arrive et qui chante une leçon sur la vie. Et en fait, j'ai tellement d'idées qui peuvent nécessiter de la vidéo et du son pour être mises en place, que du coup je peux pas les faire en BD. Genre j'ai tellement d'idées. Par exemple récemment sur Unity, je vous ai parlé hier, je vous ai parlé de Unity, de ce qui se passait avec les taxes. J'avais une idée de BD, et la BD c'était en mode un développeur qui se met à chanter et il dit Unity, mon logiciel préféré, et l'ordi qui se met à se réveiller et qui dit Unity, un truc comme ça. C'est une chanson comme ça, et à la fin l'ordi qui dit Unity, nous allons faire une taxe, nanana. Bref, j'avais une idée comme ça, un peu parodie de chansons pour enfants, mais en fait toutes ces idées là, bah, je peux pas les réaliser autrement qu'en cinéma d'animation. Donc j'ai envie d'apprendre à le faire pour potentiellement changer de format et passer à un format qui serait du coup beaucoup plus populaire. Parce qu'en fait les BD c'est bien, ça a leur popularité, mais par contre si je me débrouille bien et si je m'entoure de gens qui savent faire des voix, qui savent faire certains skills que j'ai pas forcément dans le cinéma d'animation, j'ai plein de gens à qui j'ai envie de proposer ça, et on verra le modèle économique, hein. Peut-être si je me lance et qu'il faut payer des gens, je ferai un appel, je ferai un Kickstarter ou je sais pas quoi, mais en tout cas ouais, l'objectif c'est ça percera beaucoup plus si je commence à balancer sur TikTok, YouTube Shorts et tout ça. Moi je vous avoue que le déclic c'est Miskinu. Moi quand j'ai vu que Wendo il commençait à se lancer dans Miskinu et j'ai vu les formats Miskinu sur TikTok, je me suis dit mais en fait j'ai envie de faire ça. C'est vrai que j'ai envie de faire ça, tu vois. Genre mes BD c'est bien, je m'amuse bien à les faire, mais au bout d'un moment passer à la vitesse supérieure c'est aussi se mettre à faire ça. Donc ça m'inspire, j'ai envie de développer ça. Mais ça prendra le temps que ça prend. Donc en attendant, les streams, les BD, et on continue quoi. Dans cette production industrielle de comic book, il y a à boire et à manger. La première aventure d'un héros ou la première apparition d'un méchant que vous avez kiffé ailleurs, dans une de ses incarnations récentes. T'as des animations à toi de l'époque que tu peux montrer? Oui, j'en ai, mais je crois elles sont sur mon ancien ordi. J'ai pas forcément transféré tous mes anciens fichiers. D'ailleurs, je devrais le faire parce que il y a beaucoup de moments, par exemple, tout à l'heure j'ai parlé du Rubber House. À l'époque, j'avais écrit un devoir de 12 pages sur le sujet. J'aurais pu vous sortir la fiche et j'avais plein d'extraits vidéo. Il y a plein de trucs comme ça où j'avais fait des devoirs, je pourrais vous sortir les citations, mais bref. Si ça se trouve, elle a aucun intérêt. Voire elle... Bref, il parle de quoi, Bolchi Geek? On reprend? Je l'ai parlé Avengers et patati patata. C'est un bordel. Bon, vous voyez le problème. Puis, faut dire un truc aussi, dans cette production industrielle de comic book, il y a à boire et à manger. La première aventure d'un héros ou la première apparition... Ouais, Miskinu, c'est bien, hein. Ils sont bien les épisodes qu'il fait, c'est bien. ...d'un méchant que vous avez kiffé ailleurs, dans une de ses incarnations récentes, si ça se trouve, elle a aucun intérêt. Voire elle pue la merde. Ou alors, même si c'est un grand classique, ça va peut-être pas du tout correspondre à ce que vous cherchez dans ce perso. D'où le fait que se mettre au comic book paraisse aussi compliqué et vertigineux. Le mieux, c'est de demander à vos libraires ou à des passionnés de vous guider un peu.
peu, en vous conseillant des recueils ou des séries Ah avec ouais, un mais bon. début et une fin. En fait, le problème des comics, c'est comme One Piece. T'as l'impression qu'il y en a tellement, et c'est tellement farfouillu, c'est tellement touffu en fait de s'intéresser aux comics que moi j'abandonne. Hein, c'est bon. Selon ce qui vous Et branche. puis en plus, ça a pas l'air si différent. En fait, à la limite, One Piece, j'ai l'impression que je vais m'amuser. Mais les comics, c'est tellement une formule économique publiée. Enfin, c'est pas surprenant, quoi. Quels héros vous intéressent, quelles autres versions vous ont plu, etc. D'ailleurs, les fans, quand on nous demande quoi lire pour commencer, faut arrêter de dire ouais, faut absolument lire Watchmen, c'est la base, un véritable roman graphique, de la vraie littérature. Non, ne commencez pas par Watchmen. C'est typiquement une BD méta et érudite sur les comics classiques, qui est pas spécialement accessible, et qui d'ailleurs a un style assez à l'ancienne, qui est pas hyper accueillant pour les néophytes. Lisez des trucs Oh, c'est pas dégueu, hein. plus proches de vos goûts et de ce que vous connaissez déjà. Et après, lisez Watchmen, parce que faut lire Watchmen à un moment quand même. Respectez-vous. Le bon côté de ce vortex de merdier, c'est qu'il y a vraiment de tout, et justement que vous connaissez déjà à peu près ces personnages. Vous pouvez tout à fait kiffer des œuvres très disparates et assez autonomes, sans avoir besoin de lire les centaines de trucs qui précèdent. Surtout maintenant que beaucoup d'adaptations ont familiarisé le grand public. Ce qui fait que vous pouvez tout à fait lire un Batman de 2017 comme White Knight, et vous y retrouver sans remonter les 8 décennies qui le précèdent. Et à condition d'accepter d'être parfois un peu largué sur des détails, mais ça, on en reparlera dans un deuxième temps. Regardez, par exemple, moi, je suis beaucoup rentré là-dedans via The Authority, qui est un genre de Justice League un peu vénère. Parce Ok. que j'avais déjà bouffé Moi, je connais rien aux comics. Hein. Il y a des gens qui s'y connaissent en comics là dans le chat. Moi, j'avoue, je suis là, j'ai aucune ref. Enfin, si, j'ai les refs de la pop culture cinéma, mais. des dessins animés ou des toi, films Broly. avec Batman, Superman, etc. Donc Ok. je voyais bien que Midnighter et Apollo, c'est des variantes de ces figures. Et là, ça avait un ton plus punk, plus moderne, plus politique aussi, qui me correspondait bien dans la période dans laquelle on se trouvait. Ça, c'est des portes d'entrée. Et après, éventuellement, j'ai creusé des Superman plus classiques, qui m'auraient peut-être rebuté auparavant. Et ça, c'est même pas obligé en fait. Vous lisez les comics qui vous parlent, on n'est pas à la fac, personne vous oblige à faire vos devoirs pour être un vrai lecteur de comics, et il y a suffisamment de variété pour toute une vie. Et James Gunn veut d'ailleurs adapter Authority, et on verra bien ce qu'il en fait dans notre moment culturel, dans une incarnation sur grand écran. En tout cas, s'il respecte l'esprit un minimum, va y avoir des AVC en série chez les gros bébés qui crient déjà toute la journée au grand méchant woke. Oh. Accrochez-vous les gars, parce que mentalement vous êtes Y a un Batman gay? les gros bébés qui crient déjà Ah ouais? toute la journée au grand Mais c'est qui alors? Il embrasse qui? C'est qui son boyfriend, son crush? C'est quoi? C'est qui son crush? méchant woke. Accrochez-vous les gars, parce que mentalement vous êtes pas prêts. Tenez, un de mes Superman? Non. comics préférés de tous les temps, ça devrait vous dire quelque chose. The Boys. Vous connaissez Oui. peut-être au moins la série. Vous voyez en quoi ça a une dimension Ouais, j'ai lâché The Boys. Je sais pas si ça vaut le coup, mais saison 2, j'ai lâché, ça m'a un peu saoulé. profondément satirique sur le genre super-héroïque. Pour ça, il faut que le genre lui-même précède et soit bien établi dans les imaginaires. Résultat, c'est normal que ça apparaisse en comics dans les années 2000, et la BD est Il y très a un Batman musulman qui vit dans le 9-3 et qui fait du parcours. Ah ouais? Mais c'est un truc indépendant, ça, non? En vrai, ça a l'air trop précis. années 2000 culturellement. Ça a l'air bien, en vrai, j'ai envie de voir ça. Je suis trop motivé. C'est quoi? C'est un truc en mode comme Samir, là? Le mec qui a fait des BZ de la street, là? C'est un Batman indépendant, mais c'est officiel. Ah ouais? Ah ouais? Incroyable. Comme Et c'est vieux, ça, ou pas? Parce que le parcours, j'ai l'impression que c'était époque Yamakasi et tout ça, que les gens, ils étaient matrixés par le parcours. Authority justement, c'est pas un hasard. Et tout comme c'est parfaitement logique que l'adaptation audiovisuelle apparaisse à l'issue d'une décennie d'hégémonie des films de super-héros, avec un ton et des problématiques adaptés à ce moment culturel. Ça va les garçons? Bon alors, pourquoi c'est foutu comme ça, et pourquoi ça produit ce genre d'imaginaire? Tout ça, ça s'inscrit dans une histoire, dont un continuum culturel. Les super-héros prennent le relais de figures américaines qui les précèdent, de vengeurs masqués comme The Shadow ou Zorro, hein. Souvent les parents de Batman se font tuer en sortant d'un film Zorro d'ailleurs, de héros surhumains façon Edgar Rice Burroughs. Alors attends. Regarde ce que tu m'as envoyé, c'est ça, c'est Night Runner. Night Runner est un personnage de fiction. Un super-héros français d'origine algérienne appartenant à l'univers de DC Comics, ah ouais, créé par le scénariste britannique David Hine et dessinateur Tom Lill. Pourquoi ils se sont intéressés à un super-héros algérien en France? Précis ça. Le nom de code de Night Runner est composé du mot anglais nuit et runner, coureur. Oui, on a compris, oui. Bilal Assela
Et l'identité secrète du super-héros Night Runner, ce jeune homme d'origine algérienne et de confession musulmane sunnite, habite Clichy-sous-Bois, est un adepte du parcours. Justicier Batman le recrute pour représenter Batman Inc. en France. Ses premières apparitions dans les comics déclenchent de vives réactions de la part des conservateurs américains. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là? Ils sont même pas au courant de la méta. Des fois j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression les Américains ils sont beaucoup moins islamophobes en fait. Bon, ils ont eu Al-Qaïda et toute leur période, mais c'est moins leur méta quoi. C'est plutôt les immigrants mexicains et tout ça. Qui n'apprécient pas que ce Batman français soit de confession musulmane. Débutant sur des blogs conservateurs, la polémique a engendré une forte médiatisation du personnage avec des articles de presse des deux côtés de l'Atlantique. Ah ouais. Il y a une image? Peut-être, hein, ouais. Night Runner, DC Comics. Ok. Il ressemble à ça. Ok. Putain. Mais par contre, je suis désolé. Il y a quand même quasiment un mois de l'année où tous les grands vilains... Oula, par contre, ça, on va enlever le... Oui. Il y a quand même un mois de l'année où tous les grands vilains, ils savent que pendant le ramadan, il est un peu faible. En fait, sa faiblesse, c'est ça, non? Sa faiblesse, c'est que pendant le ramadan, bon, il s'essouffle un peu, quoi. Comme Tarzan ou John... Je trouve qu'il y a une méta quoi. Carter, les premières versions de Superman, c'est vraiment criant, mais aussi de pas mal de trucs européens et notamment français. Le Nyctalope, le Passe-Muraille, Fantomas. Pour Umberto Eco, le proto-super-héros, c'est le comte de Monte Cristo. Et on a déjà dit dans une autre vidéo que le Joker est inspiré par L'homme qui rit de Victor Hugo, elle aussi une histoire de vengeur. On est vraiment les deux pieds dans une continuité de la culture populaire, dans la littérature, mais aussi des nouveaux médiums comme la radio, le ciné ou la bande dessinée. Bande dessinée où les genres populaires sont alors l'horreur, la SF, le western ou le polar qui influencent tous les super-héros. Il y a aussi des raisons plus, on va dire, sociologiques. Le super est un héros adapté à l'environnement de la métropole urbaine, à une époque où celle-ci croît dans des proportions inédites dans l'histoire humaine. Métropole que ses capacités lui permettent de dominer, là où elle écrase les gens du commun, qui forment à la fois ceux qu'il doit protéger, son lectorat et ses créateurs. Les bas-fonds de Gotham. Car ce médium s'adresse avant tout aux classes populaires, tout spécialement la jeunesse, et ses auteurs en sont souvent issus, d'où le fait que Metropolis, comme Gotham, sont des représentations de New York. D'ailleurs... Putain, mais du coup, est-ce que c'est un peu des social traîtres? J'en profite pour... Les auteurs qui écrivent pour des super-héros qui cassent la gueule à des prolos. Bon, bien clarifier ça, hein, parce que j'ai déjà eu ce genre de commentaires, mais pas du tout. Je dis de la merde, hein, j'y crois pas du tout à ce que je dis, hein, bien sûr. Il connaît rien, New York c'est Metropolis, alors que Gotham c'est Chicago, ou je sais plus quel autre, parce que... Non, c'est New York, Gotham c'est New York. C'était le surnom de la ville. Nolan a tourné à Chicago ou je sais pas quoi. Oui, dans le même univers DC Comics, Metropolis c'est New York et Gotham aussi. Et quand bien même New York elle-même existe dans cet univers, qui d'ailleurs n'était même pas un univers commun à Superman et Batman à l'origine, mais bref. C'est même ça qui est intéressant, c'est deux facettes, deux visions de la métropole, l'une solaire et futuriste, l'autre sombre et gothique, mais je garde ça pour un gros projet qu'on essaie de produire cette année, on vous en reparlera. Gotham, historiquement, c'est un village d'Angleterre dont la légende voudrait que les habitants se soient mis à se faire passer pour zinzin afin d'éviter les taxes royales. C'est explicitement devenu un surnom de New York. Il y a grave de trucs new-yorkais qui l'utilisent, et au cas où ça suffirait pas, on a littéralement Bill Finger, juste... Oui, et puis j'ai l'impression que dans les... dans les romans de Lovecraft, il y a beaucoup de références aussi à New York, en fait. Genre la grande librairie de... Comment ça s'appelle ? C'est pas la librairie de Gotham, là où il y a le Necronomicon, je sais plus comment il s'appelle. Comment elle s'appelle? Écrit par un arabe, bien sûr, dont j'ai oublié le nom. Le créateur de Batman. Le plus grand méchant, vous le saviez pas, dans les romans de Lovecraft, le plus grand méchant de l'humanité, celui qui a écrit le Necronomicon est arabe, hein, bien sûr. Qui l'a confirmé. Il a eu l'idée en feuilletant le bottin de New York. Alors, j'explique pas ça juste pour que les nerds demi-habiles me foutent la paix et aillent... Oui, c'est ça, c'est Arkham. Toucher de l'herbe, mais aussi parce que ça a son importance pour le contexte. On est fin des années 30, 38 pour Superman, qui lance la mode et auquel Batman est l'année d'après une réponse de la concurrence qui cherche à surfer sur ce succès commercial comme s'il était lui-même une version inversée, plus sombre du super originel. Depuis 10 ans, comme si la vie métropolitaine n'était pas assez terrifiante en... Et oui,
Oui, et c'est vrai, attendez, juste, je me pose la question, je reviens en arrière, mais c'est vrai que pourquoi, dans l'imaginaire de Lovecraft et dans la culture fantasy, il y a beaucoup de trucs en mode... beaucoup de figures arabes qui sont liées à la magie noire, magie occulte, nécromancie et tout ça. Je sais pas si vous avez remarqué. Je me demande s'il y a une histoire à faire de ça. Ça pourrait être le sujet d'une thèse, hein. Le sujet d'une thèse ou d'un master. Genre en mode, ouais, il y a souvent un truc lié à la magie noire. Genre souvent, t'as le mec qui débarque avec un turban. Genre limite le perso de Darkest Dungeon, quoi. C'est dû à l'orientalisme. Le génie de la lampe, culture populaire à l'époque. Prochaine BD de Moufette, Harry Potter. C'est l'Afrique. L'Afrique et tous ses mystères, bien sûr. Superman qui lance la mode et auquel Batman est l'année d'après une réponse de la concurrence qui cherche à surfer sur ce succès commercial comme s'il était lui-même une version inversée. C'est dû à l'orientalisme, c'est exotique, ouais, mais à partir de quel moment ils se sont dit waouh, ils maîtrisent les morts et les poisons et les magies occultes en fait, je sais pas. Plus sombre du super originel. Depuis peut-être parce que c'est lié dans l'imaginaire chrétien, une autre religion, Satan. Du coup, c'est les forces occultes, je sais pas, il y a peut-être un lore comme ça a peut-être commencé par là, je sais pas. 10 ans, comme si la vie métropolitaine n'était pas assez terrifiante en soi, le peuple y subit la Grande Dépression avec son cortège de précarité, de criminalité et de sentiments d'abandon. Oui. Il a besoin de héros à la hauteur du contexte, assez omnipotents pour protéger les masses de démunis et veiller sur les rues tentaculaires. C'est pour ça qu'on le compare souvent au mythe du golem, ramené par les migrants juifs venus d'Europe jusque dans les quartiers populaires de New York et dont sont issus beaucoup des auteurs. Je vous réexplique pas un Superman en détail, réfugié, privé de sa terre d'origine et adopté par l'Amérique, tout ça. Batman, lui, c'est un mythe incroyable, hein, le mythe des golems. Hein. C'est un mythe fondateur pour tellement de mythes modernes et tout ça. Enfin, c'est même tout ce qui est attrait à l'alchimie, à l'homonculus, la création d'un être qui serait un serviteur et tout ça. Enfin, c'est tellement la base, les golems, en vrai. La figure très ricaine du vigilante et de leur obsession pour l'autodéfense, là où les institutions sont perçues comme défaillantes, qui se développe beaucoup avec les villes, lieux de crimes et de bas-fonds, surtout dans ces grandes périodes d'insécurité sociale. About this time, Jerry Siegel's father, who was working in a convenience store, was murdered in a robbery. He was shot repeatedly in the chest. The urban legend is that Siegel, in the throes of grief, found himself fantasizing about being bulletproof, which many historians have said is the reason he revisited the idea of Superman. However, this version of Superman would be the exact opposite of the previous ones. It would be hopeful and joyous. It would be about appealing to man's better nature. Not cynical and dark, it would be uplifting and place emphasis on how Americans always believe in doing the right thing. Quand je dis que cette culture est propre à l'industrialisation et à la société de consommation, vous voyez que c'est très concret. Ça s'incarne dans le type de récits et les archétypes de personnages qui sont produits. Car le comic book est un produit bon marché, produit en masse, pour les masses, et d'une certaine façon, par les masses, vu la sociologie des auteurs. Auteurs qui, et c'est ultra important... Merde, je voulais mettre pause. C'était pas le cas immédiatement, quoi. De façon, par les masses, vu la sociologie des auteurs. Genre, au tout début, c'était pas encore vu comme un produit de masse, il y a eu un essor, quoi. Auteurs qui, et c'est ultra important, n'ont pas la propriété de leur création détenue par les éditeurs. Août 2014. Les Gardiens de la Galaxie fait un carton au box-office mondial plusieurs semaines durant. C'est le premier film Marvel à ne pas mettre en scène ses super-héros les plus connus, les Avengers. Bill Mantlo regarde... Vous avez bien aimé, vous, ça ? Moi, j'ai pas tant aimé que ça. Mais en vrai, c'est vrai que c'était un beau spectacle. Ça a changé. Le raton laveur impertinent qui l'a créé s'animait sur la télévision de sa chambre d'hôpital. Mais le voit-il vraiment ? 22 ans se Il est en train de crever, le pauvre. sont écoulés depuis qu'un chauffard jamais identifié l'a fauché. Ça fait bader. La compagnie d'assurance ne rate pas l'occasion d'arrêter le remboursement des soins, déclarant que Bill est incurable. Et à compter de 1995, il bénéficie du régime Medicaid réservé aux indigents. Ouais. Car comme la majorité d'autres auteurs, Bill Mantlo n'a pas cherché à négocier ses droits sur les personnages qu'il a créés, à un moment où les maisons d'édition étaient toutes puissantes. Mais en 2012, quand Mike apprend, par l'intermédiaire des fans de l'œuvre de son frère, qu'un film Les Gardiens de la Galaxie est en préparation, il exige auprès de Marvel de discuter des droits de Bill. Le studio se révèle très généreux, soit que les interlocuteurs de Mike aient été sincèrement touchés par l'histoire tragique du... Il y a tellement d'auteurs qui se sont fait baiser au début dans le milieu des comics et tout ça. Je crois qu'il y en a un qui a marqué la diff.
Le créateur de comment il s'appelle d'ailleurs, de Deadpool. Je sais plus comment il s'appelle là, le gars qui a un peu fait un braquage, je sais plus comment il s'appelle. Créateur de Rocket, soit qu'ils aient préféré éviter d'avoir mauvaise presse, compte tenu de l'argent investi dans le film. Et puis bien sûr les Tortues Ninja, le meilleur modèle économique, ceux qui ont marqué le plus gros braquage, c'était les auteurs des Tortues Ninja. Oui. Véritablement des auteurs prolétaires qui ne possèdent et n'ont à vendre que leur force de travail. D'où ce fait crucial dans la nature de ces personnages. Ils passent d'auteur en auteur sous le contrôle de l'éditeur qui continue à les faire vivre ad vitam aeternam tant qu'ils rapportent en les réinventant en permanence pour rester pertinents. Je vous raconte pas toutes les batailles juridiques et syndicales pour les droits des auteurs qui ont vraiment dû se battre pour changer un peu ce rapport de force. Pour vous dire, Joe Shuster, un des 2 créateurs de Superman, création qui rapporte des PIB entiers encore aujourd'hui, sans parler d'avoir juste inventé un des genres les plus rentables de l'histoire, et ben le peu qu'il a obtenu, il a dû aller le chercher avec les dents et quelques camarades solidaires, et il a fini sa vie criblé de dettes. Je vais te dire ce que ça me fait. Putain, ça m'angoisse, hein. Ça me terrifie. Heureusement que j'ai choisi l'indépendance. Hein. Heureusement que j'ai choisi la voie que j'ai choisie. Quand bien même ma voix se résume à mendier des subs sur Twitch pour le moment. On verra bien si je m'en sors. Aujourd'hui. Précisément parce que je fais beaucoup de conventions aux États-Unis, donc je tourne énormément, etc. Les gens viennent me voir pour ça. Et je leur dis, vous vous rendez compte quand même que Spider-Man Noir, c'est 9 épisodes, donc c'est 9 fois 22 pages de ma vie, dont ma dernière contribution remonte à 2018, donc il y a quand même un moment. J'ai fait des tonnes de trucs. Spider-Man Noir. Ça a l'air bien en vrai. Entre temps. Et vous me parlez que de ça. Et ils l'ont vu au cinéma, ils l'ont vu dans un jeu vidéo. Cinéma, et donc exactement. Et alors en fait, tu vois les trucs par vague. C'est-à-dire que en 2015, quand je me suis installé aux États-Unis, je voyais les gamins venir habillés comme le jeu vidéo. Ensuite, je les ai vus venir habillés comme le film. Et quand j'en vois un qui est habillé comme le comic book, je lui fais la fête. Mais c'est vrai que j'ai une espèce de, c'est doux amer parce que d'une certaine manière, le film n'est pas mon personnage. C'est la version qui, de loin, est la plus populaire. Tu peux juste rappeler le film s'appelle donc Into the Spider-Verse, qui a eu l'Oscar du meilleur film d'animation quand même, c'est pas rien. Et ça m'a fait bizarre en fait. D'abord, j'ai appris l'existence du film, comme tout le monde, en lisant Variety. Et donc, j'étais très surpris. Et on était là à regarder ce film, et t'as l'impression d'être dans un univers parallèle. C'est-à-dire que tu vois un personnage qui ressemble un peu à ce que tu as créé, mais qui n'est pas ton personnage. On a donc des productions qui ressemblent à un... Oui, c'est vrai. Je comprends sa frustration et je la comprends surtout du point de vue des douilles économiques des studios. Mais en fait, j'ai presque envie de dire que ça devient un mythe moderne. Désolé, mais super-héros, ça devient tellement un mythe moderne que de toute façon, inévitablement, il y aura un moment où ce que t'as créé ne t'appartient plus. Désolé, mais Pepe the Frog, c'est pas un comics. Mais il y a forcément un moment où les choses t'échappent. Que ça soit un mème, que ce soit un personnage, que ça soit une histoire, les choses finissent par t'échapper. Parce que l'humanité, en fait, y a plein de cerveaux qui intègrent ton histoire, qui la travaillent, qui la reproduisent. Enfin, moi, j'accepte ça. En fait, j'ai plutôt envie de vivre avec cette idée que ce que tu produis artistiquement, au bout d'un moment, ne t'appartient pas forcément toujours, quoi. C'est aussi le travail des autres, et c'est presque gratifiant que de voir l'objet de sa création devenir quelque chose de réapproprié, transformé, réutilisé. Je sais pas, il y a aussi une forme de gratification là-dedans. Genre de mythologie. Mais bon, après, si tu t'es fait douiller niveau économique, c'est sûr que t'as juste le seum, en fait. T'es juste en mode, putain, ils font des putains de films avec mon perso, quoi. De l'ère industrielle et du capitalisme du divertissement, à des marques à faire fructifier plus que des œuvres finies produites par un auteur. En ayant compris ça, on peut aussi comprendre pourquoi à notre époque, le super-héros a repris autant de poils de la bête après avoir continué avec des hauts et des bas selon les décennies, avoir été une sous-culture, voire faire partie des contre-cultures. On a actuellement une industrie du divertissement qui fonctionne sur la concentration de capitaux et de propriétés intellectuelles, avec des quasi-monopoles qui rachètent des marques, des licences, qui cherchent à faire fructifier un catalogue. Et ce qui est pratique, c'est qu'une marque, ça se décline sur plein de supports différents. Oui, c'est ça. Je regarde ce que Disney s'est offert avec son rachat de la Fox, l'accord entre Amazon et... Oui, c'est ça, mais je vous ai parlé de la stratégie de Disney, de faire vivre au maximum des licences et tout ça. Disney prennent très très peu de risques sur des nouvelles propositions, des nouvelles séries et compagnie. Parfois ils le font, hein. Parfois on est surpris. Quand il y avait la série sur Malik Ousekine, moi j'étais surprise, j'étais en mode quoi. Mais généralement leur stratégie c'est ça, quoi. Ils vont saigner une licence, ils vont la défigurer presque, à sortir 20 films insipides au possible dessus, et puis après, bon chance, quoi. Mais en attendant, ils essayent de faire du fric avec.
un catalogue. Et ce qui est pratique, Tout en mettant des LGBT et des personnes, voilà quoi, histoire de... voilà. c'est qu'une marque, ça se décline sur plein de supports différents, des produits dérivés comme des médias, dans plein de styles différents. Ça, j'ai eu la chance d'en parler avec Alexis Blanchet autour d'une pinte au Stunfest. En plus d'avoir étudié les liens entre industrie du cinéma et du jeu vidéo, il l'a beaucoup fait à travers des adaptations de films en jeu et vice versa. Vous vous souvenez quand, à chaque nouveau blockbuster, il sortait toujours un jeu souvent assez pété parce que produit trop vite et un peu à l'aveugle, parce que le film existait pas encore et que les infos on leur donnait au compte-gouttes. Par exemple, les premiers jeux Harry Potter sur PlayStation. Ah, je me rappelle, j'y ai joué. C'était pas sur PC, il y avait pas sur PC aussi. Il devait sortir avec les films, mais il se retrouvait à être plus basé Oh, les jeux Harry Potter, oh là 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 là. sur les bouquins. Bon, ça donne un type d'adaptation parfois assez éloigné de ce qu'elle adapte, avec son propre canon. Et les gens, en fait, sont devenus assez flexibles dans ce rapport au transmédia. Maintenant, les studios ont bien compris ça, et ils produisent plutôt des jeux adaptés de la licence que d'un film en particulier, ou une actu en particulier, en assumant qu'ils ont leur propre canon. Vous reconnaissez toujours Batman, même si vous ne connaissez pas ce Batman précisément. Vous reconnaissez le costume de Batman, même si c'est un nouveau costume de Batman. Et quand un nouveau film Batman relance... Bah ouais, mais pourquoi ils tentent pas des trucs hyper innovants? Genre, je sais pas, le prochain jeu Batman après l'apocalypse. Faites un truc comme ça. Je sais pas, essayez de faire des trucs bizarres, tu vois. Genre Batman, le début du jeu, c'est en mode il sort et dehors c'est le désert. Et il y a juste, genre, c'est en mode c'est Batman dans l'univers de Mad Max, je sais pas. La hype, il ne la relance pas que pour les produits dérivés de cette adaptation, mais de toute la franchise Batman. Batman zombie, en vrai, pourquoi pas? En général. Ça veut aussi dire que chaque itération s'adapte à l'esprit et aux problématiques du moment, qu'elles doivent se réinventer en permanence pour rester pertinentes. Le comic book et ses dérivés ne sont jamais statiques et ils ont même bien grandi. Le milieu des années 80 notamment a été marqué par un tournant représenté par la sortie à la même période d'un Batman depuis emblématique, le Dark Knight de Frank Miller, ainsi... Oui, ça existe, Batman zombie, c'est l'arc avec le mec avec son gaz là, qui rend les gens complètement fous, ils se bagarrent entre eux. Que par ce fameux Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons. Watchmen qui, à la base, devait être une tentative de faire fructifier un catalogue de super-héros racheté par DC, même si, au final, c'est devenu des versions à part qui reprennent ces archétypes parce que Watchmen. Ce tournant, donc, interrogeait la figure devenue classique du super-héros et se veut plus sombre, plus mature, comme on dit, pour un lectorat désormais plus vieux. Ce même Alan Moore qui déclare en 2022 « Des centaines de milliers d'adultes font la queue pour voir des Oh la teuté !» personnages et des situations qui ont été créés pour divertir des garçons de 12 ans d'il y a un demi-siècle. Je pense qu'il s'agit d'une incompréhension née de ce qui s'est passé dans les années 80. C'est pourquoi je dois plaider... Oh le bâtard, il a traité tous les geeks de gamins. D'adultes qui ont pas réussi à grandir, quoi. C'est largement coupable, même si c'était pas intentionnel, quand des choses comme Watchmen sont apparues. Allez, je relis sa phrase. Centaines de milliers d'adultes font la queue pour voir des personnages et des situations qui ont été créés pour divertir des garçons de 12 ans d'il y a un demi-siècle. Miskin. Je pense qu'il s'agit d'une incompréhension née de ce qui s'est passé dans les années 80. C'est pourquoi je dois plaider largement coupable, même si ça n'est pas intentionnel, quand des choses comme Watchmen sont apparues. Oui. C'est pourquoi je dois plaider largement coupable, même il si a pas c'était tort, pas intentionnel, quand des choses comme Watchmen sont apparues. Le genre a depuis longtemps mûri, a pris l'habitude de porter un regard sur lui-même qui évolue avec celui que les nouveaux auteurs et surtout le public portent dessus. Ou alors par exemple, j'y pensais, mais par exemple, assumer de faire un Batman à l'époque victorienne anglaise. Genre d'un coup, Batman dans les quartiers genre Peaky Blinders. Mais l'air de rien, ce serait pas bête en fait. Un Batman un peu rustique, avec des vieux outils... Genre il se bat avec des crochets de boucher, je sais pas, un truc comme ça quoi. Ça existe déjà? Ouais, ça m'étonne pas. Public qui a du mal à avaler sans broncher des histoires trop enfantines, trop simplistes, sans les remettre en question. D'où Batman, les impôts, tabasser des pauvres. Et d'où ce Batman White Knight symptomatique des années qui viennent de passer. Alors, ça donne quoi un Batman de là, maintenant? Qu'est-ce qu'on peut bien encore raconter avec ce type? Alors, plein de choses, mais... Un truc un peu anarchiste, oui. Et notoirement, Ceci, sorti en 2017, suivi de Ceci et Ceci. Du coup, ça m'intéresse de fou qu'il explique, j'ai trop envie de comprendre. Et encore d'autres parce que ça a été un gros succès critique et commercial. Okay. C'est vraiment devenu une des versions du personnage pur produit des années fin 2010, début 2020. Okay. Et vous allez constater que, ça se voit. Forcément, je vous préviens, je vais pas mal divulgacher, surtout la BD originale. Donc, Batman White Knight, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce à dire? C'est une nouvelle aventure du Chevalier Noir
l'histoire confiée à cet auteur, Sean Murphy. Et quand je dis auteur, là, c'est sa version. Il est à la fois au scénario et au dessin, avec quand même un coloriste et un lettreur, mais sinon, en gros, c'est son bébé. Ce qui est pas forcément la norme dans l'industrie mainstream. Il faut dire que Murphy, il vient pas vraiment de là. Il est plutôt connu pour avoir illustré des comics moins commerciaux. Pas trop de super-héros, par exemple. Notamment chez Vertigo. Mais c'est pas pour autant un indé marginal ou je ne sais quoi. Vertigo, en gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est un label avec des BD plus adultes ou matures, plus de liberté créative et moins de contraintes éditoriales. Oh, les seinen du comics. Du coup, il peut y avoir du cul, de la violence graphique, de la drogue, des gros mots. C'est un genre de HBO. Mais tout comme HBO appartient à la Warner, Vertigo appartenait à DC, qui lui-même appartient à Warner. Ça a même été créé par DC dans ce but, produire des BD qui passeraient pas dans leur ligne tout public. Maintenant, ça s'appelle carrément DC Black Label. Et d'ailleurs, il y a des séries situées dans leur univers partagé chez Vertigo. Et oui, John Constantine ou Sandman, c'est des persos de l'univers DC. Elles y côtoient des séries qui ont leur univers propre, souvent limité, avec un début et une fin, y compris avec des trucs vraiment trash et on va dire rock'n'roll, qu'on pourrait tout à fait attendre d'un éditeur indé un peu punk. Séries qui, dans ce cadre, peuvent appartenir à leurs auteurs. Vous voyez, Vertigo qui ont censuré le zizi circoncis de Batman. Quoi ? comment ils sont forts quand même, hein. Ils préfèrent posséder y compris les alternatives à leur propre modèle. Ça leur permet aussi d'attirer des auteurs. Une des raisons de la création de Vertigo, c'était d'absorber ce qu'on a appelé l'invasion britannique dans le comics états-unien, avec plein d'auteurs ultra stylés qui venaient du modèle européen. En plus d'être pour certains des gros anards british de la scène indé. Et ces gars-là, l'industrie en avait besoin pour apporter du sang neuf, des idées nouvelles et un peu plus créatives sur des trucs dont les costards cravates. Putain, ils ont eu de la chance d'avoir leur air punk, hein. Les Britanniques, ça a fait des artistes, des très bons artistes, hein. Et les auteurs US normies savaient plus quoi foutre, à l'image du Swamp Thing de Alan Moore ou du Sandman de Neil Gaiman, ainsi que de nouveaux persos un peu cool à développer, à transformer en nouvelles licences, etc. Tenez, John Constantine justement, créé par Alan Moore dans Swamp Thing, un magicien qui casse le cliché habituel du bourge occultiste dans son manoir, car lui, il vient de la classe ouvrière anglaise et de la contre-culture des années 70-80. Et si vous vous demandez si là je parle d'Alan Moore ou de Constantine, eh ben les deux mon capitaine. Ce qui a donné sa propre série, Hellblazer, même si après le film ils ont rajouté son nom parce que sinon les gens ils font pas le lien et que maintenant ça s'appelle carrément Constantine, série qu'on a traditionnellement confiée à des auteurs avec ce genre de profil et qui est devenue la plus durable de Vertigo. Série sur laquelle a bossé, vous devinerez jamais, Dominique de Villepin. Quoi? Comment ça? C'est quoi c'est quoi? Par DC et Marvel, les héros que tu crées là-bas t'appartiennent jamais, alors que chez d'autres boîtes de comics, tu pouvais créer tes persos et garder les droits, comme avec Spawn ou McFarlane. Ils ont fait un Batman pour Black Label et la première page, on le voit à poil avec son zizi en premier plan et a été censuré avec une grosse polémique. Ah ouais? Pardon mon ref, oui, pardon mon ref de Villepin, quoi? Pardon? 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 Non, pas du tout. Sean Murphy. Quoi? Mais pourquoi il fait... Donc, il a fait ses armes sur des projets moins mainstream, certes, mais où il était déjà en contrat d'exclusivité pour DC. Murphy est d'une génération beaucoup plus récente, beaucoup plus sage, en plus d'être un bon gros ricard. Putain, mais pourquoi j'ai cru que De Villepin avait travaillé là-dessus? Mais il a hérité de cette tradition. La BD qu'il va lancer en tant qu'auteur à part entière s'appelle Punk Rock. Ah, je l'ai. Jesus, et imagine qu'un groupe de médias clone Jésus. On me l'avait offert à l'époque. Un peu comme dans Preacher. C'est un des rares comics qu'on m'a offert. Mais en moins débile et marrant. Tout ça pour en faire une télé-réalité. Sauf que, pas de bol, Jésus se rebelle, devient un prophète punk avec pas du tout des valeurs états-uniennes traditionnelles. Sans avoir lui-même connu, comme ses prédécesseurs, les grandes heures de la contre-culture, il a été biberonné à tout ça. Et lui-même vient d'une famille catholique contre laquelle il s'est rebellé en devenant athée. Donc, c'est ce type que DC pioche dans son petit vivier créatif jalousement gardé pour redonner un coup de polish à Batou et le faire entrer dans la décennie 2020. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose le Sean? Cette aventure où celui qu'on surnomme le Chevalier Noir est confronté à son adversaire ultime, le Chevalier Blanc, qui terrorise Gotham en faisant des leçons de féminisme à tout le monde afin d'obtenir des cookies alors non. qu'il est hyper chelou. Mais allez, s'il te plaît, je suis trop hypé, j'ai envie de comprendre. Mais non, c'est le Joker, bien évidemment.
avec les meufs. Non, en fait, il est confronté à... Attention, c'est super original. Le Joker. Il y a un indice sur la couverture. Le Joker. Joker. Bon, ok, recette très classique, mais attention, il y a un twist. Ici, le célèbre petit blagueur se retrouve partiellement guéri de ses problèmes psy. Parce que, comme vous le savez, les ennemis de Batman ont cette particularité d'avoir différents problèmes de santé mentale, ce qui les envoie au fameux asile d'Arkham plutôt qu'en tôle. Je le rappelle parce que ça va avoir son importance. Donc oui, littéralement, le pitch, c'est que il dédevient le Joker. Il retourne à la vie civile sous sa véritable identité, Jack Napier. Et Ok. si vous saviez pas Il a un nom un peu éclaté, Jack Napier. C'est nul. que le Joker s'appelait en fait Jack Napier, ni même qu'il avait un patronyme, c'est normal. Genre Napier. Parce que c'est plus compliqué que ça. Ils auraient pu mettre un nom, genre un truc à l'américaine, genre Wilderson ou Jack Scarryman, un truc comme ça. Mais non, mais Napier quoi. Tellement que je vais vous épargner les nœuds gordiens auxquels les lecteurs de ce genre de comics sont habitués. L'important c'est de comprendre que, comme pour Batman, il y a des Jokers. Certains s'appellent Jack Napier donc, comme dans l'adaptation de Burton, alors que pourtant les deux versions on peut avoir, ou simplement Jack dans sa genèse la plus connue, le légendaire The Killing Joke de Brian Bolland, et tiens, ce bon Alan Moore, qui a pas mal inspiré le film Joker, où il se nomme Arthur Fleck. Et puis, souvent... Il était bon, hein. En vrai, non... Il était pas si incroyable, le film Joker, mais par contre, il était tellement dans l'air du temps qu'il sonnait tellement bon. En fait, c'était bien. C'était bien amené, c'était bien... Et par contre, en tant que film, en tant que scénario, bon, s'emmerdait un petit peu, bon, bref. Ouais, middle le film, mais par contre, il est vraiment sorti à un moment où c'était parfait, en fait. On l'appelle pas. Ah bon, il a pas de prénom. C'est le cas dans la version de Nolan où le personnage s'amuse à raconter plein d'origin story sans qu'on sache laquelle est vraie, ni même si une seule l'est. Tu veux savoir d'où viennent ces cicatrices? Et ça, c'est... Mais ça, c'est bien, c'est méta pour un perso qui réapparaît comme ça avec plusieurs versions. On sait jamais vraiment quelle est son origine, c'est bien. Une particularité moins courante dans un médium qui adore les... Ah ouais, t'as kiffé? Ouais, mais c'est peut-être un peu bandeur, quoi. Je pense que quand t'es un peu bandeur, anard bandeur, oui, t'aimes bien, mais en soi, bon, c'est un peu grossier, quoi. Pour le coup, il est écrit de manière un peu grossière. Mais par contre, oui, je le répète, désolé, mais il est vraiment tombé à une période où c'était parfait, en fait. Il y avait eu toute la période des films avec une critique sociale, il y avait eu Parasite qui était sorti... faire un Joker un peu syndrome Magneto, là, comme il dit... avec où on sait pas vraiment quel est le bien et le mal, et c'est un personnage frustré qui a des raisons d'être en colère du point de vue social, économique, je sais pas quoi. C'était malin, c'était le bon moment pour faire ça. Mais moi j'en veux plus des films comme ça. J'en veux plus des films comme ça. D'ailleurs, je pense que un des films que j'aimerais bien, une adaptation de la BD de Guarnido qui est sortie récemment, qui s'appelle Les Indes pourpres, les Indes sombres, les Indes pourpres, je sais plus quoi. La BD de Guarnido et de... je sais plus comment il s'appelle. Mais ça ferait un très très bon film du genre. La ruelle, le cinéma, les parents Wayne, tout ça. Et ben, le plaisantin, lui, il n'en a pas vraiment d'officiel. Non, c'est pas les rivières pourpres, c'est les Indes pourpres. Même The Killing Joke, qui pourtant est une des plus influentes. Donc, vous voyez, rien n'est réellement figé dans ces univers. Il n'y a pas une œuvre en particulier à laquelle être fidèle, même s'il y a une continuité à suivre, mais en fait, plusieurs qui peuvent changer rétroactivement. Donc, raison de plus pour arrêter de chier une pendule quand une adaptation a pas la carnation qui vous met à l'aise. Votre code Haze mental, là. Et oui, aussi, en parlant d'adaptation, putain, mais qu'est-ce qu'on attend aussi pour faire... Genre, Netflix, ils veulent pas faire une adaptation de Black Sad. Alors, par contre, au niveau CGI, bon... Non, mais j'ai pas fait... Moi, j'attends Black Sad. Quand est-ce qu'on a Black Sad? Bon. Être toujours dans une forme de réinterprétation implique que les choix faits par les auteurs sont toujours signifiants. Ils investissent ces personnages malléables d'un sens particulier, avec des thèmes propres, etc. Si on prend cet affrontement classique, vous comprenez bien comment... Ah mais les jeux ils sont éclatés, Broly, ils sont pas ouf les jeux. La version de Burton, où Jack est un mafieux psychopathe qui a tué les parents Wayne avant même de devenir le Joker, ça dit pas du tout la même chose que la version de Todd Phillips, où c'est Arthur qui est victime de la saucisse dans laquelle on vit, et de l'arrogance des bourgeois comme les Wayne. Ici, l'idée, c'est qu'en redevenant relativement sain d'esprit, le Joker représente paradoxalement une menace encore pire pour son ennemi juré. Comment? Eh ben en le mettant face à ses contradictions. Alors,
Pas en mode zététicien des réseaux sociaux, genre Ok. Batman, tu viens de commettre un sophisme du contre-cam. Tu es tombé dans mon piège d'entretien épistémique. Je vais te quote-tweet. Je vais révéler à tout Gotham que ton raisonnement n'est pas valide et que tu as fait un homme de paille. Non. Ah ouais, putain, vous imaginez un lore où le Joker, c'est... comment il s'appelle là? Geek and Fit. Il remet en cause le statut même de Batman. Vous vous souvenez de toutes les vannes et critiques? Tu as menti sur le fait qu'il fallait soulever le poids avec un dos rond. Alors que moi, j'ai débunké la théorie du dos droit. Dont on a parlé. Et bah, ce discours qui émane du public, la BD l'intègre via son méchant le plus emblématique. Chevalier noir contre chevalier blanc, qui des deux est le héros finalement? On inverse les rôles archétypaux. Voilà, je vous refais pas la réclame. C'est toujours en librairie. Ok. France Inter et le Monde Diplo recommandent. Voilà. Et là, Jack veut tout à fait sincèrement œuvrer au bien commun des Gothamiens. Des Gothamais. Des Gothamites. Des habitants de Gotham-sur-Saône. Et c'est là tout l'intérêt, parce qu'en face, Batman est réellement remis en question. Il se montre comme particulièrement brutal, causant des dégâts majeurs pour des résultats contestables. Les suspects ont été arrêtés avec à peine... Ok, c'est intéressant comme méta. C'est une méta, en gros, je résume, si j'ai bien compris. Batman, il sombre psychologiquement. Et le Joker, lui, en fait, il est sorti de l'asile en mode vas-y, je reprends ma vie. Et il vient rendre visite à Batman en mode Batman, t'es quand même une petite merde en fait, tu m'as fait chier, mais t'es pas bien dans ta tête. 100 grammes de marijuana, une infraction pénale dans plusieurs États. Pensez-vous que cette arrestation valait les 12 millions de dollars de dégâts matériels? Aucun commentaire. C'en est au point où même ses potes commencent à trouver qu'il batte des connes à double dose. On l'accuse d'entretenir la situation depuis toutes ces années. Une idée centrale étant que Gotham est confronté à des problèmes qui sont pas si différents de ceux des autres villes. Des problèmes sociaux, de criminalité, de santé publique, etc. Mais que lui et son panthéon d'ennemis excentriques s'en nourrissent pour faire leur cirque sans jamais changer quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment typique du zeitgeist actuel et d'un rapport qui ne cesse d'évoluer à des classiques de la pop culture, constamment réexaminés et rattrapés par les problématiques du moment. Et là, bon, le point de départ, c'est carrément que si le Joker est soigné, c'est parce que notre super-héros antisocial perd son sang-froid, tabasse son super-vilain favori et lui fourre des médocs dans la gorge comme dans une grosse oie, médocs dont on ne sait même pas vraiment ce qu'ils font, sans parler du problème évident de posologie et d'atteinte aux droits de l'homme. Là, oui, clairement, Amnesty condamne et s'inquiète. Je pense qu'on peut, sans trop s'avancer, parler de tentative d'homicide, même si c'est juste une... Putain, mais ça m'a trop donné envie de les lire. Bah, j'ai envie de les lire maintenant. thérapie un peu originale selon l'IGPN. Puis Batman, il est fatigué. Le tout filmé au téléphone, et ça circule sur les réseaux sociaux, et ça fait un énorme tollé dans l'opinion publique, qui va se diviser sur la brutalité de ces méthodes en roue libre. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin ? Parce que même si vous vous intéressiez pas à ce qui se passait outre-Atlantique, normalement, là c'est bon, cette fois... Ah oui, mais Joker, il est pas noir. Tout le monde a vu. C'est qu'au fond... C'est un racisme anti-clown. Les histoires de héros vigilantes qui se posent en auxiliaire d'une police et d'une justice perçue comme déficiente, ça touche toujours à des problématiques sécuritaires. Gotham est une caricature de mégalopole rongée par le crime, avec ses 50 nuances de mafia, ses délinquants, voleurs de sacs à main à tous les coins de ruelle, et ses cinglés hauts en couleur. Parce qu'on l'a dit, le super-héros est un produit de temps de crise où les gens ont besoin d'être rassurés, d'imaginer un tout-puissant sauveur providentiel qui va venir résoudre les problèmes à lui tout seul. Y a rien d'étonnant à ce que ces figures soient redevenues aussi hégémonique dans la culture mainstream à notre époque. Surtout dans sa version justicier urbain, elle répond à des affects sécuritaires. Tout comme la vague des actionneurs réganiens avec partisans de l'auto-justice aux méthodes expéditives ont accompagné une période de vague de crimes dans les grandes villes états-uniennes, ainsi que l'élection du Reagan qui leur a donné ce surnom. Mais justement, si les histoires de super-héros renvoient à ces problématiques, il y a différentes façons de les aborder. Pas simplement cette logique d'enfant de 6 ans, il faudrait des gentils très forts pour attraper tous les méchants. Voir les logiques de gamins de 6 ans un peu débiles et totalement cinglés, c'est-à-dire des logiques de fascistes. Tu veux que le gentil, il leur fait cré mal et il va tous les tuer, ouais, et tuer avec des gros pistolets. Non, heureusement, il reste des adultes dans la pièce, y compris dans le lectorat de ces BD, et une grande partie du public, heureusement, ne se contente pas de ça. Bah, c'est quoi ce mépris pour les gamins ? Enfin, moi j'ai plus l'impression que c'est des adultes, totalement adultes, qui ont ces avis-là sur Twitter. Hein.
Les gamins, oui bon. D'ailleurs, c'est pas nouveau, hein. Moore lui-même, Il y a des gamins plus raisonnables que ces gens-là. Hein. quand il révolutionnait le genre super-héroïque dans les années 80, il avait déjà ça en tête. Il interrogeait les logiques sécuritaires, l'impérialisme US ou les histoires de répression. Cette approche, elle infuse de plus en plus la pop culture année après année. On a le cas du succès de Joker, bien sûr, qui retourne complètement le truc, mais même le dernier film Batman, c'est totalement ça. Ta copine a frais. Ouais mais moi, succès de Joker ou pas, moi je me donne une mission, si j'ai la chance de raconter des histoires, c'est de changer l'image du clown. De toute façon, je l'ai déjà dit sur ce stream, pourquoi je me répète? Et il est temps de... Il est temps, enfin je sais pas quand est-ce que je le ferai quoi. Mais moi je veux raconter une histoire qui change l'image du clown et du cirque. Et avec des gens pas bien, elle aurait dû s'abstenir. Ah ouais, et qu'est-ce que... Et que ça soit pas forcément un truc d'horreur quoi. tu veux dire par là? Que les choix qu'on fait sont pas sans conséquences. Sans savoir qui t'es, je vois gros comme une maison que t'es né dans le fric. On a un héros totalement paumé dans son rôle et qui doit se distinguer moralement d'un méchant syndrome Magneto qui a un peu raison en dénonçant la corruption des C'est élites à cause de ton père, bah non c'est grâce à mon père, pourquoi dire c'est à cause? de Gotham, les squelettes dans le placard des Wayne et l'opposition de classe à... Le changer en quoi? Ben non mais c'est juste que au lieu d'en faire un objet d'horreur, le clown et le cirque, et un truc qui ne développe que de la clownophobie chez les gens, revenir au principe que, bordel de merde, les clowns et les gens dans le cirque, c'est des acrobates, c'est des gens qui travaillent leur technique, on pourrait limite en faire, je sais pas moi, un truc comparable au kung-fu, par exemple, avec des gens qui s'entraînent à la Sangoku dans la salle du temps, pour devenir des meilleurs acrobates et donc des meilleurs combattants et des combattants drôles dans une histoire comique un peu à la One Piece, pourquoi pas? Une aventure dans un monde fantastique qui mêlerait influence de l'art du cirque avec ancienne tradition du Moyen-Âge et compagnie. Peut-être ça, peut-être Clown Fou, peut-être un jour je ferai cette histoire, oui. Le projet de ma vie, peut-être, on verra bien. et qui doit se distinguer moralement d'un méchant syndrome Magneto qui a un peu raison en dénonçant la corruption des élites de Gotham, les squelettes dans le placard des Wayne et l'opposition de classe avec eux, mais il se trompe de cible. Les seuls gens dont on s'occupe dans cette ville, c'est les gros enfoirés blancs et pétés de thunes. Le maire, le commissaire, le proc... Et maintenant Thomas et Bruce Wayne. Enfin, franchement, je trouve que ce dingue fait bien de s'en prendre à ses raclures, et je trouve que tu devrais être de son côté. En l'occurrence, un homme mystère qui renvoie plus au lore conspi, QAnon, mass shooter, incel, tous ces trucs-là. Par exemple, il y a un détail que j'adore, c'est cet indice crucial avec lequel il galère, et c'est un flic qui trouve tout de suite parce que lui, il vient d'une famille de prolos. Désinguer Mitchell avec un outil à moquette. Ce truc-là, c'est une palette, c'est pour décoller. Ouais, c'est mon oncle. Attendez, c'est quel film Batman ça? J'ai pas vu moi, c'est récent ça? Il est tapissier. Batman, il pouvait pas trouver parce que ça a beau être le plus grand détective au monde, eh ben ça reste un bourge hors sol. C'est le dernier, mais il est sorti quand? Il est bien? Il est bien le dernier... Ah ouais? 2022. Ok. Surtout, le traitement général du film consiste à poser la question Batman, ah mais c'est avec Jean-Michel point d'interrogation là. le vengeur masqué, est-ce que c'est vraiment une solution? Voire, est-ce que c'est pas un problème? Ce qui est aussi le parti pris de White Knight. Puis alors, pour le coup, la BD, ils se cachent pas derrière leurs petits doigts. Tous les sujets sont très explicites, malgré qu'ils soient transposés dans cet univers un peu farfelu. Jack devient une figure de contestation, allant jusqu'à se présenter à des élections pour mettre un terme à ce merdier et proposer de véritables solutions. Ce qui lui vaut un gros soutien, malgré son passé, spécifiquement dans les classes populaires de Gotham, son fief étant le quartier de Backport, qu'une espèce de gros bourgeois appelle même Blackport. Des quartiers présentés comme subissant un abandon par les services publics, une grande pauvreté et la criminalité qui va avec, et donc plus souvent le théâtre des excentricités de Batman. Dans le dispositif narratif, on retrouve deux chroniqueurs télé qui commentent l'évolution des événements. L'une est présentée comme une progressiste en gros, qui du coup critique beaucoup les méthodes de Batman et se montre assez ouverte au discours du Joker. L'autre, un énorme droitard genre Tucker Carlson ou Pascal Pro si vous préférez, qui défend tous les débordements de Batman et accuse constamment le Joker de plein de trucs. Intéressant, intéressant. Mais après bon, c'est dur quand même de partir du principe que le Joker il serait pardonné et qu'il y aurait des progressistes pour le défendre. Ce dernier... Après si t'es sur un angle vraiment maladie mentale, en mode le Joker il y pouvait rien, il était vraiment malade mental, du coup je vois l'angle progressiste quoi. Fait ouvertement figure de populiste, et même de populiste de gauche. Et là, c'est pas moi qui interprète, hein, c'est textuellement ce qui est dit de lui. Ok.
critique de Gotham a semble-t-il trouvé un écho chez les gauchistes. Ils voient en Napier une sorte de héros. Napier est particulièrement populaire dans le quartier de Backport, où les manifestants protestent contre la manière dont Gotham traite les minorités. La confiance dans le gouvernement et la police de Gotham est au plus bas, et les couches populaires pensent être les pions des 1% de l'élite. Son discours reprend d'ailleurs tout le lexique un peu Occupy Bernie Sanders. Ah ouais, putain, mais c'est une réadaptation des scènes, ok. Ce n'est pas la police qui m'a donné ma liberté ni ma plaidoirie, c'est le peuple de Gotham, en particulier les plus défavorisés et les classes moyennes qui ont adhéré à mon message. Ce sont les 80... Mais du coup, le Joker, c'est plus le Joker, quoi. Il y a aucun moment où il est en mode « Ni, je suis le Joker !» C'est devenu un homme politique respectable. 19% opprimés qui sont les premières victimes de la corruption à Gotham. Batman est le pitbull des 1%. Son action a permis de protéger les affaires de la minorité riche et blanche habituelle. C'est pour cette raison que Batman a orienté la bataille loin du centre-ville, pour pouvoir protéger les riches du quartier des affaires en sacrifiant Backport. Ce qui commence à Backport est le début d'un mouvement, d'une révolution contre les élites de Gotham pour reprendre cette ville. Lexique qui était déjà celui de Bane dans la version de Nolan. Nous reprenons Gotham. Aux corrompus, aux riches, à ceux qui vous oppriment depuis des générations. Oui, bah bon, c'était un peu moins réussi avec Bane en vrai. Hein. On n'y croyait pas trop. Hein. Le côté gauchiste de Bane, oui bon. Qui vous font courber les chines avec leurs fables sur Parce que ça montrait quand même les pauvres en mode vas-y, on va à la bagarre, on va taper les riches avec des battes de baseball. Pas les progressistes qui font des marches pacifiques. Hein. Égalité des chances, et nous vous la rendons à vous. Ouais, rouge-brun quoi. C'était Fabien Roussel, il a pas trop de succès, mais il y croit quand même. Le peuple. Sauf que là, le méchant est sincère. Et il a raison. Mais faut bien noter un truc parce que c'est hyper important, il continue... Bane, c'est Alain Soral, y a de ça, ouais. Ouais. À faire des trucs de méchants. Carrément, il prend le contrôle mental des autres méchants, il organise des fausses attaques et tout un tas de trucs machiavéliques pour discréditer Batman. Ah oui, donc ça reste quand même une forme de Joker maléfique. Sauf qu'il le fait pour le bien commun, avec la logique classique de la fin justifie les moyens. Ça reste un adversaire que le héros Batman doit contrer tout en se remettant en question. Il lui ouvre la C'est hyper intéressant. Fenêtre d'Overton en... Du coup, tu te dis, mais comment Batman il va lutter contre et en même temps pas passer pour un bouffon aux yeux de l'opinion publique, ok. Pleine poire quoi. Au point que les solutions du Joker sont explicitement décrites comme les bonnes. Et ces solutions c'est quoi? Du coup c'est bien, ça te donne envie d'être de droite. Genre t'as envie de voir Batman complètement ivre, descendre de la Batmobile et aller frapper des gauchistes en mode vous êtes trop cons pour comprendre que c'est manigancé tout ça, rentrez chez vous. Couvre-feu imposé. Bon, c'est un comics sur un type habillé en chauve-souris qui combat un clown, donc vous attendez pas à l'avenir en commun niveau précision du programme, mais en gros, des solutions politiques. Plus exactement, des politiques publiques. Et surtout pour un lectorat ricain, ça fait écho à des débats du moment sur... Putain, mais c'est précis, est-ce que dans la BD, il y a des gens en mode QAnon qui soutiennent Batman en disant mais c'est un complot des reptiliens, Batman n'a rien fait. Il n'a fait que son travail. Comment investir dans d'autres services plutôt que toujours plus dans le répressif qui résout rien du tout en coûtant toujours plus un pognon de dingue aux villes. Oui, parce que là-bas, la police est pas nationale et son coût pèse énormément dans le budget des municipalités. Genre, vraiment. L'idée, en gros, c'est de sortir de cette course en avant sécuritaire avec tous les problèmes qu'elle pose et qui s'auto-entretient où faut toujours dépenser plus sans jamais qu'on en voit l'issue. Que faites-vous de l'escalade? De l'escalade? Quand on aura des semi-automatiques, ils se paieront des automatiques. Quand on portera du Kevlar, ils se paieront des balles perforantes. Alors, vous portez un masque. Et vous sautez de toit en toit. Tenez, un exemple. Et il laisse sa carte de visite. Plutôt... Ah, je me rappelle de ça. Oh, donc, flécher... Ils étaient bien quand même ces films-là. Ces moyens vers des... Moi je les garde en mémoire, c'est quand même les meilleurs films Batman, hein. Les deux là. Structures et des programmes qui sont beaucoup plus efficaces, y compris en termes de coûts pour régler les problèmes à la racine. Par exemple, schématiquement, moins de problèmes de pauvreté, moins de délinquance. Idem pour les inégalités, l'éducation, la santé, tout ce que vous voulez. S'occuper des problèmes de drogue plutôt que criminaliser les drogués par exemple. Ce genre de choses. Oui, je sais, c'est fou, on peut penser à autre chose que punir les vilains méchants, hein, je sais, c'est dingue, hein, on nage en pleine science-fiction. Oui, le 3 est pas ouf, hein. On se rappelle Marion Cotillard, on se la met?
Petit rappel là. on se la remet. No way. Mais non, corriger, mais non, mais pas corriger. Elle est, voilà. Ils sont tous là en mode, mais qu'est-ce qu'elle dit? Quoi? Tu dis quoi? Elle meurt en fait comme un vieux matelas qu'on essaye de dégonfler là, les matelas gonflables. Oh mon dieu, elle est morte, bref. Quel grand film, hein. En vrai, l'univers de Batman, c'est un bon décor pour parler de ça. Prenez l'asile d'Arkham. Manifestement, il y a un léger problème de santé publique à Gotham, et la prise en charge psy laisse à désirer. Bon, ben, au lieu de dépenser une énergie folle à leur courir constamment après façon Bibi Pécoyote... Ah oui, c'est clairement la faute du réal. Mais c'est quand même rigolo de voir ça. Les grosses tunasses qui passent en R&D chez Wayne, elles pourraient peut-être donner un peu mieux que des bas de ceinture, une fois réinvesties dans les services de santé. C'était un sujet du film Joker, où le personnage en était victime. On nous coupe les crédits. Nous fermons nos locaux dès la semaine prochaine. La ville coupe les crédits tous azimuts, les services sociaux y compris. Ils n'en ont rien à foutre. Ouais, en gros, dans le film, elle, c'est son assistante sociale. Lui, il vient, en fait, en gros, il vient demander le RSA. Ce qui est, je crois, il vient, non, plus la hache. Il vient demander la hache parce qu'il y avait des problèmes mentaux. Et elle est en mode, désolé, Macron, il vient de faire une réforme là. Macron, il a fait une réforme, finito pour toi, bon courage. Des gens comme vous, Arthur. Ah, il voulait la LD là. Merde. D'ailleurs, ils n'en ont rien à foutre des gens comme moi non plus. C'est la dernière fois que nous nous voyons. Et dans la version White Knight, il en devient l'incarnation. En miroir de Batman, il utilise sa fortune pour donc faire campagne, imposer ses sujets dans l'agenda médiatique, et puis investir dans les infrastructures, les services et tout, là où il manque cruellement. Là où Bruce Wayne sert de supplétif à une police défaillante, Jack sert de supplétif à des services publics défaillants. Répond à ça Batman. Je vais pas me faire emmerder par un Gus en pyjama, c'est bon, Clark Kent, retire tes lunettes, on t'a reconnu. Et aussi, il utilise les fonds et les moyens de Batman pour les donner à la police. Attends. Quoi? Bon, donc, en fait, ils défendent pas du tout la police, c'est même carrément l'inverse. C'est vrai que dans un esprit d'apaisement social, je pense que ce qui leur manque, c'est... Ah putain, en gros, ils ont saisi les possessions de Batman. Oh, c'est trop stylé. Ils sont arrivés, ils ont fait une perquise chez Batman, ils ont pris toutes ses bagnoles et tout. Oh, c'est une dinguerie. Et des Batmobiles, clairement. Plus sérieusement... Et du coup, c'est quoi? Comment il va faire Batman? Genre, il a plus d'accessoires, il va juste... C'est là où on voit que ces récits se nourrissent de l'air du temps, mais c'est pas des métaphores strictes. Bah, par pitié, adaptez-le en film, c'est banger ça en vrai. Parce que si on peut parler de politique sécuritaire avec Batman, Batman, c'est pas la police. Déjà parce que y a la vraie police dans Batman, et sur bien des aspects, il est en contradiction avec elle. Putain, mais en fait c'est incroyable comme histoire, ça me donne tellement d'idées. Genre j'imagine une vidéo de Papacito, où il dit alors, on est avec notre pote Batman, il s'est fait perquisitionner toutes ses bagnoles, voilà on va demander réparation, on va aller chercher la petite fouine qui se trouve à la mairie de Gotham. Parce que ce n'est pas un héros. C'est un ange gardien silencieux, un protecteur vigilant, un chevalier noir. Surtout, là, on touche à une limite structurelle de ce type d'approche. Ce que je trouve intéressant dans cette petite étude de cas, c'est que autant ce qui est cool que ce que je trouve assez raté est symptomatique de cette industrie. On voit comment le méta, le discours extérieur sur ces figures, le regard du public et l'intertextualité entre ces œuvres les influencent constamment. Par exemple, Harley Quinn. Ce perso, il vient pas des BD, mais du dessin animé de Paul Dini et Bruce Timm, avant d'être intégré aux comics du fait de sa popularité. Donc déjà, c'est un cas emblématique d'intertextualité. Mais maintenant, il y a aussi la version... Très bien Harley Quinn, hein. Mais moi j'aime pas du tout cette version là en mode un peu Jinx. J'aime pas le côté Jinx de Harley Quinn. En fait Harley Quinn c'est un personnage intéressant du point de vue masochiste. Bref. Ciné de Margot Robbie dans... Personnage très masochiste quoi. Suicide Squad ou Birds of Prey, qui a un traitement assez différent et j'imagine... Et le côté Jinx en fait c'est juste... Je vois l'angle un peu girl boss pétasse un peu, mais ça marche pas. Que cette version, en tout cas, c'est mal adapté.
actuellement très connu par le grand public, notamment les plus jeunes. Ben là, dans la BD, ils en ont fait 2 Harley. Une qui est clairement l'original et l'autre qui colle plus à la version Margot Robbie. Une version dont le public moderne est familier, qui se retrouve à son tour dans la BD, mais en la scindant carrément sous un autre nom. Jix, c'est littéralement une parodie de Harley Quinn, vous êtes délu. C'est plus complexe. Je sais, ça pète le crâne. L'autre truc... Mais oui. Typique de ces œuvres qui essaient de se poser en version un peu plus complexe et mature, avec, voilà, un auteur complet qui fait un peu indé, etc. Pourquoi faire que le Joker n'est plus le Joker? Vraiment, ça me rend fou cette tendance pour faire sérieux à désupériser les persos de comics en les montrant en civil, en dégageant le côté burlesque, costumé, over the top, comme s'ils voulaient légitimer cette sous-culture en se débarrassant de son essence même. Assumons que le comics c'est cool avant tout parce qu'il y a des types en spandex qui font des sauts périlleux et qu'on peut dire des choses intéressantes via ce médium. Parce que, résultat, là, le Joker, c'est juste un politicien lambda. Et vous... Bah oui, mais c'est bien, c'est intéressant pour un arc. Après, si ça n'est que ça, on s'emmerde. Faut qu'il y ait un twist. Genre à un moment, il reprend son vrai visage, en quelque sorte. Oui, mais là, c'est pour que l'histoire fonctionne. Sauf que non. Je pense que l'histoire marche moins bien à cause de ça, qu'elle se prive de l'intérêt même de ce genre. Le Joker combat Batman sur un nouveau terrain, en remettant en question sa position et en menant contre lui une espèce de campagne populiste, contre les élites de Gotham, soutenues par les classes pop, tout ça. Ok, bah la thématique, elle marcherait encore mieux s'il restait le Joker, avec sa gouaille, ses excentricités, son côté showman. L'idée que les gens en ont tellement plein le cul du système, sont tellement dans une forme de dégagisme, qu'ils sont prêts à voter... Ok, je vois son angle. Ouais, ça manque de ça peut-être. Pour le Joker, ça serait encore plus fort si c'était le Joker. Donc, laissez-le en clown zinzin avec le maquillage, les gadgets et tout ça. Là, regardez, il est tout chiant, on s'emmerde. Oui. On est là pour lire du Batman, bon sang. Et au passage... Il dit de la merde, bah, je comprends. En fait, son angle, je le comprends. En même temps, vu que j'ai pas lu la BD, je vois pas. C'est une question de rythme, en fait. Genre, on s'attend... Ça peut être surprenant de voir le Joker, genre j'ai trouvé ça une très bonne idée, que d'un coup il revienne en civil, il soit propre, mais en fait, on s'attend à la limite que ça soit à un moment où le Joker il se contient. Genre, il le fait pendant un certain temps, et puis un jour, il y a un truc qui le rend complètement dingue, et il se trahit, et il redevient le Joker, un peu. C'est ça, quoi. Ça fonctionne. Mais du coup, oui, c'est peut-être une question de rythme. Peut-être que c'est plus interrogé sur une question de rythme, je pense. Mais moi, je trouve que c'est une bonne idée d'en faire un civil qui devient candidat. Pour le coup, c'est hyper surprenant. C'est ça qui est intéressant. Ajoute que ça pète le personnage de Harley. Parce que, pour rappel, c'est une meuf dans une relation hyper toxique, amoureuse d'un type manipulateur et charismatique, qui la maltraite et lui fait les yeux doux quand elle menace de se barrer. Et commencez pas à dire que je suranalyse en collant ce que je veux y voir au fort. Bah non, parce que ça peut fonctionner. Si tu fais du Joker un personnage à la Baron Noir, qui a une facette très populiste de gauche, socialiste ou je sais pas quoi, quand il est candidat, et derrière en coulisses c'est Baron Noir, il fout des pains à Harley Quinn parce qu'elle l'emmerde, elle est finie à la coke ou je sais pas quoi. Oui, ça peut fonctionner de fou en fait. Du coup, peut-être un problème d'écriture. C'est comme ça qu'elle a été conçue. C'est marqué là, noir sur blanc, enfin blanc sur noir, c'est Paul Dini qui le dit. C'est lui qui l'a créé. Vous savez, c'est pas parce que vous voulez pas réfléchir à ça que les auteurs, eux, ils ont pas vraiment des ambitions narratives, même dans ces trucs-là. Bon, et ben le fait d'instaurer que derrière le Joker... Ah mais Harley Quinn, c'est devenu elle là. C'est devenu une rédactrice chez Mademoiselle. Ah ouais, c'est vrai que le changement, oui, c'est... Il y a effectivement un type super et que c'est de lui qu'elle est amoureuse, pas du cinglé, ça diminue complètement la puissance évocatrice du perso. Surtout, l'intérêt et le problème, c'est que ça propose une résolution à Batman. Pas à cette aventure-là, juste, mais à l'histoire de Batman en général. C'est pas du tout un cas à part, hein. D'autres l'ont déjà fait, y compris avec d'autres persos, dans des BD qui proposent une vraie conclusion, indépendamment du fait que la franchise, elle, continue de son côté. C'est pour ça que Batman gagne toujours, mais qu'en réalité, il passe son temps à échouer. La raison pour laquelle il ne s'en prend qu'aux symptômes et pas à la racine des problèmes. Parce que sinon,
il y a plus d'aventure de Batman. Le voir punir les méchants, c'est ce qui est divertissant et satisfaisant. Mais si on arrivait, je sais pas, à aider Killer Croc à vivre avec sa maladie, on lui proposait un taf genre d'égoutier au lieu qu'il bouffe des gens. Et comme égoutier, c'est un job hyper chaud, genre les camarades, ils ont une espérance de vie de 17 ans inférieure à la moyenne. On lui donne un bon gros salaire. Boum, faut une grosse sécu, convention collective en or massif et une giga retraite le plus tôt possible. Et un bon syndicat. Bon, bah ça irait mieux. Mais c'est moins satisfaisant que la bagarre. Égoutier, bof. Bah si t'es payé de fou, c'est le même argument qui fait qu'il y a des gens qui finissaient boueurs en fait. C'est que le salaire est un peu au-dessus du SMIC, de la moyenne, voire même plus. Hein. C'est l'argument. Hein, que... Un homme croco, punir les méchants. Encore et encore. Ou comme, disons, Ivy aux espaces verts. Bon, sauf que quoi? Ça impliquerait de dire qu'on a des politiques écologiques satisfaisantes pour qu'elle se range des voitures. Sinon, sur son temps libre, elle irait crever des bassines à Sainte-Soline. Et peut-être Batman irait l'en empêcher, mais là, clairement, je sais qui je considérerais comme une super-héroïne et comme le super-vilain. Bon, ce que je veux dire, c'est que ce sont des BD sans fin. Bolshevik, il y a 20 minutes, c'est juste des modèles, on peut faire des persos ce qu'on veut. Bolshevik, maintenant, oui, mais Harley, elle est pas pareille là. Oui, mais en fait, je suis d'accord avec lui. Le truc, c'est que quand tu... En fait, ça c'est un truc, c'est que quand tu te mets à écrire une histoire, les démêlés qui sont très compliqués, c'est que tu dois te représenter de manière lucide ce qu'est à peu près l'état de l'imaginaire commun à propos de certains personnages, certains sujets, certaines thématiques. Genre par exemple, aujourd'hui, je fais une BD sur le racisme, je dois quand même intégrer ce qui se passe en France, tu vois. Ce qui se passe en France avec le voile, avec l'islam et compagnie. Je dois l'intégrer, je peux pas sortir de nulle part et faire un truc léger ou je sais pas quoi, ou complètement hors du temps. C'est la question de vivre avec son temps, c'est de vivre aussi avec ce qu'est l'imaginaire commun. Et Harley Quinn appartient à l'imaginaire commun. Alors certes, toi, t'as la licence de ton côté, t'as le studio qui t'accorde la possibilité de faire une histoire dessus, mais tu as l'imaginaire commun. Tu dois partir de là. Et tu peux faire du personnage quelque chose de différent, de surprenant. Mais tu dois partir du fait que les présupposés du lecteur sont liés à l'imaginaire commun. Sinon, tu te loupes. Sinon, tu te loupes, c'est sûr. La parodie, ça part toujours d'une base où les gens comprennent ce qui est à parodier. Tu peux pas faire une sinon t'es hors sol. Et pas que je prends l'exemple de la parodie, mais il y a plein d'autres genres. Quoi. Donc leur rôle, c'est d'aborder les problématiques, mais pas les régler, tant que nous, on les aura pas réglées. Repensez au problème de Arkham. Les œuvres Batman ont totalement conscience que ça marche pas. L'asile, il y a l'air d'un bagne moyenâgeux aux méthodes vintage qui a jamais soigné personne et où les soignants eux-mêmes virent folle dingue avec un taux d'évasion qui tient du running gag. Ou c'est comme la vanne que Breaking Bad, ça existerait même pas comme histoire en France. Donc, ce genre d'œuvres se retrouve toujours un peu coincées parce que si elles vont au bout de leur logique, elles doivent mettre fin à la franchise. Ce qui n'est pas la raison d'être de ces œuvres. Le dernier film, comme on l'a vu, surfe à peu près sur la même approche, parce que culturellement, pas mal de choses le précèdent. C'est clairement un film post-Joker, mais qui peut pas aller aussi loin que Joker. On a une critique des élites de Gotham dont fait partie Bruce, mais quand même, en fait, le père Wayne, il avait ses raisons, c'était un bon gars. Et puis, les vrais méchants, au fond, c'est qui? La mafia. Waouh! On a l'air de s'emmerder dans le dernier Batman. Mollo sur l'originalité et la subversion. Et comme le propos c'est Batman arrête avec tes névroses de vengeur brutal et essaie de faire des choses qui fonctionnent, bah à la fin il devrait boucler la boucle et plus être Batman. Sauf qu'ils peuvent pas. Il faut que je sois plus que ça. Les gens ont besoin d'espoir. De savoir que quelqu'un est là pour eux. Du coup, c'est une résolution bizarre où il reste Batman, mais genre il devient un héros positif et porteur d'espoir. Il devient Batman? C'est-à-dire Superman à la limite, mais enfin pas Batman quoi. White Knight se trouve dans la même situation, mais assume Batgood quand même beaucoup plus. D'où le fait qu'il ait son propre canon avec ses règles propres, notamment que les personnages qui meurent.
Ça paraît con comme ça, mais c'est absolument pas la règle dans cette industrie. Quasi tout le monde y a déjà été tué, même les grandes figures, ça fait toujours un petit événement, mais après, hop, c'est le comeback inévitable. Au point que c'est un cliché accepté du genre. Dans White Knight, non, on fait pas ça. Ce qui fait d'ailleurs qu'il bute plein de persos de manière assez random et pas très intéressante, juste pour la valeur choc, mais bon. De manière générale, il sait clairement pas trop quoi faire de tout le panthéon. Résultat, la plupart des méchants, c'est une masse informe de PNJ qu'il a mis là sans vraiment d'intérêt narratif, juste parce qu'il a le droit à tous les jouets de la franchise, donc il doit les mettre comme une collection de Funko Pop chair à canon. Mais quand même, résultat, il peut se permettre d'aller au bout de sa démarche, et attention, là, c'est giga spoiler, je vous note la zone dans les chapitrages en dessous. Non seulement les solutions du méchant sont mises en place, mais Batman arrête de lui-même d'être Batman. Il dépasse, en quelque sorte, son personnage. Pire, il arrête d'être Bruce Wayne. Enfin, il arrête d'être un gros capitaliste. Et comme promis, Monsieur Wayne a commencé à tout donner. Cette décision sans précédent va porter un coup majeur aux soi-disant élites, profiter à l'initiative Napier et aider ceux qui en ont le plus besoin. Ah ouais, donc la fin du récit, c'est que il devient... il est d'accord avec le Joker et... Les classes moyennes et inférieures. Okay. Le PDG de Wayne Enterprise restructure la compagnie et ses nombreuses filiales en une organisation à but non lucratif pour offrir de nouvelles opportunités à la ville. Okay. Une grande partie des fonds a été transférée à la police de Gotham, où elle sera mise à contribution pour améliorer les moyens matériels de la police. Ok, donc la police va avoir des Batmobiles. Avec notamment toute une flotte de véhicules spécialisés surnommés officieusement Batmobile. Ok, oui, c'est bien ça. Si la plupart des citoyens de Gotham se déclarent satisfaits de la décision de Monsieur Wayne, elle soulève également des critiques. Putain, mais ça veut dire qu'en plus de ça, les flics, ils vont pouvoir envoyer des bat-boomerangs sur les migrants. Certains accusent Wayne de socialisme et de militariser la police, tandis que d'autres pensent que ces donations ne vont pas assez loin. Faut reconnaître qu'il va au bout de son truc. Enfin, autant que possible. Parce qu'évidemment, cette conclusion de Batman, ils en ont fait quoi ? Ben une franchise. Vous l'avez breveté, emballé dans un joli papier cadeau plastique, et maintenant, vous le vendez. Voilà, vous allez le vendre. Écoutez, je crois que vous ne nous jugez pas à notre juste valeur. Le Murphyverse, où maintenant, il y a plein de dérivés avec d'autres auteurs et avec des jouets, bien sûr. Ok. Les criminels. Avec toujours des prétextes pour continuer encore et encore tant qu'ils peuvent. Ils n'arrivent pas à complètement terminer le héros, à complètement subvertir le modèle. Par exemple, il y a une super idée dans la BD. Ah ouais, mais est-ce qu'on a besoin de terminer le héros ? Alors est-ce qu'on a besoin de terminer le héros ? Qui peut prétendre terminer un héros qui a été revisité et revisité par des réalisateurs, des dessinateurs et compagnie ? Pourquoi terminer le héros ? On peut juste avoir un arc dans lequel le héros est terminé de cette façon-là. Il y en aura d'autres, en fait. C'est qu'on découvre qu'il y a un fonds spécial pour réparer les dégâts qu'il fait en se tapant avec les super vilains. Et que ce fonds, évidemment, il est utilisé par des propriétaires immobiliers pour se gaver aux frais du contribuable en profitant de cette situation terrible. Genre, en fait, c'est comme si les backrooms, c'était un truc qui continuait à durer sur des années et que d'un coup, ils disent « Mais quand est-ce qu'on termine les backrooms ?» Genre, quand est-ce que quelqu'un il sort des backrooms et il explique la sortie des backrooms ? Bah non, mais les backrooms existent précisément parce elles peuvent se renouveler et qu'on sait pas où est la sortie. C'est le principe des backrooms, quoi. Et Batman, c'est ça, c'est que ça restera toujours ce personnage torturé, violent, avec ses démons dans une ville. En fait, c'est la base et il faut pas qu'elle change, faut pas qu'il y ait de fin canon, en fait. Pourrait intéresser Marlène. Il y a des Batman avec des fins, oui, mais elles sont jamais canon, parce que sinon Batman en lui-même ne fonctionne plus. Chiappa, ça, tiens. Les Batrooms. Donc, excellente idée, ça. Tout ça pour qu'à la fin, au détour d'un pauvre encart de texte, on apprend que, depuis le début, ce fonds, c'était Wayne qui le payait en secret. Ça va alors. C'est un héros, il y a pas trop se remettre en question. Ses habitants comptent sur moi pour nettoyer le quartier. D'un côté, ce qui est cool, c'est que ces récits sans fin évoluent en permanence et sont investis par leur époque, de nouveaux auteurs, de nouvelles idées. De l'autre, ils peuvent que continuer à aborder des sujets sans se remettre complètement en question ou proposer une fin satisfaisante, restant piégés dans des schémas qu'ils peinent à dépasser. Alors, à quoi sert Batman ? À plein de trucs plus ou moins intéressants, à nous divertir, en tout cas c'est déjà pas mal, mais entre autres, et ça peut paraître paradoxal, Batman peut servir à dépasser Batman. Et en réalité, tout ce moment culturel ne s'exprime pas que dans les comics mainstream eux-mêmes, qui ne peuvent intégrer leurs propres critiques que de manière superficielle. Vous voyez bien que c'est ailleurs qu'on va trouver des œuvres qui subvertissent le truc jusqu'au bout. Et pas que des trucs particulièrement indés ou de niche, d'ailleurs. Les œuvres nouvelles
qui elles-mêmes percent dans le mainstream et viennent changer la méta. Il y en aurait d'autres, hein, mais bien sûr, je pense à The Boys ou Invincible, et surtout... Invincible, allez voir Invincible, hein. La saison 2 elle sort bientôt, ça vaut trop le coup. Hein. Justement, dans un type d'œuvre qui change le truc, je trouve bien. Après j'ai un peu peur parce que c'est une série, il y a beaucoup de comics. J'ai peur que la série elle s'étouffe dans un scénario trop fourni. I'm Virgo, qui, à mon avis, arrive à la conclusion la plus définitive à ces vieux schémas. Si tu voulais faire cesser la... I'm Virgo, c'est bien? Ah ouais? C'est une série? Soi-disant criminalité. Et la violence qui en résulte, tu serais un révolutionnaire. Mais t'en es pas un. T'es un pion. Qui aide le capitalisme à prospérer. Un système qui a créé la pauvreté. Ainsi que la criminalité et la violence dont il a besoin. Mon gars, barricade-toi. Ok. Bon. Bah c'était intéressant pour savoir c'était quoi White Knight là, vu que je lis jamais de comics, mais par contre, ouais, je suis mitigé sur sa conclusion. Est-ce qu'il faut vraiment finir Batman? Oui, dépasser Batman, oui, c'est intéressant. C'est intéressant de dépasser Batman, en effet. Point de vue politique, de qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, mais en même temps, tant que Batman existe, il est le reflet des problèmes de notre société, donc pourquoi on devrait le dépasser? Ça fait juste de nous des utopistes. Alors que Batman est peut-être un peu plus matérialiste. Parce qu'il revient au fait que oui, on a beau être utopiste, la situation c'est plus proche de Batman que du dépassement de Batman. Ouais. Bref, pas trop d'accord avec son avis. En même temps, c'est un mec qui va au Stunfest et qui dit Vortex de merdier. Alors, ça va, franchement, dans l'analyse de trucs culturels à gauche et tout, je trouve Bolshevik, il est bon. Hein. Pas non plus envie de... Mais je suis pas trop d'accord avec son truc, c'est un peu trop idéaliste à mon goût, c'est oui bon. Bref, bah c'était bien, ok. Non mais c'était bien, c'était quand même bien. Et du coup ça me donne pas envie de voir le dernier Batman. C'est les trucs avec Pattinson là, ça avait pas l'air ouf hein. Ça avait pas l'air non plus le truc de ouf.